Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Cauchemar d'Innsmouth d'Howard Philip Lovecraft, épisode numéro 2. Ce soir, nous lirons la suite et la fin de la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth, issue du recueil de nouvelles Le Cauchemar d'Innsmouth. Donc attention, ce soir on finit bien la nouvelle et non pas le recueil. C'est-à-dire qu'il y aura encore pas mal de live après cela. Je vous invite de toute manière, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, à checker la description de la vidéo ou la barre de lecture de la vidéo pour voir exactement comment se décompose l'histoire, comment se décomposent les parties. Je vous invite également à regarder éventuellement la playlist que vous trouverez également sur ma chaîne YouTube du nom de Et si on lisait Le Cauchemar d'Innsmouth. Et normalement, si vous prenez tous les épisodes dans l'ordre et que au pire vous lisez vraiment assidûment ce qui est écrit dans les descriptions de chaque vidéo, normalement vous devriez pas vous perdre, vous devriez tout comprendre. Donc voilà, on a commencé la dernière fois la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth qui a été pour le moment une petite pépite, un petit bijou, et j'ai très hâte de découvrir la suite. On l'a fini normalement ce soir, et je peux déjà vous donner le programme des lives suivants, puisque du coup, vendredi, nous lirons à 21h La Maison de la Sorcière, une nouvelle qu'on lira en intégralité en une soirée, qui sera donc l'épisode 3. Vous voyez, je peux même tout vous dire à l'avance. Qui sera donc l'épisode 3. L'épisode 4 de cette série sera la nouvelle Celui qui hantait les ténèbres dans son intégralité. L'épisode... alors attendez, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Donc l'épisode 5 regroupera la lecture de deux nouvelles. Il y aura à la fois la nouvelle Air froid et la nouvelle L'Indicible. Et enfin, l'épisode 6 sera le dernier. Et ça sera l'épisode de la nouvelle Le Monstre sur le Seuil. Donc voilà, comme ça vous avez absolument toutes les infos pour pouvoir suivre facilement cette lecture sur ma chaîne. Bienvenue à ceux qui me rejoignent sur le live tout de suite, bienvenue Jumpy, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Merci à Fropital pour le follow pendant que je n'étais pas en ligne. Je vous invite tous à vous installer, chers amis, à prendre à manger, à boire et à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Et nous sommes en début de semaine, donc je vais vous faire très rapidement... toute la... Oula, c'est bizarre ce que tu me dis, Mika Clark, ça me fait peur, attendez. Mika Clark qui nous dit qu'il fait noir ici, c'est normal. Non, c'est pas normal. Normalement, il fait pas noir sur mon live. Donc ça doit être un bug de ta part, malheureusement, Mika Clark, je n'y peux rien. Ok, merci de me confirmer, Jumpy, ça fait plaisir. Donc a priori, Mika Clark, s'il y a un problème d'image, c'est chez toi, malheureusement. En tout cas, merci de nous rejoindre, Mika, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, j'espère que tu vas bien. Et donc oui, vous le savez, on est au début de la semaine, ce qui veut dire que je vous donne un petit peu le programme de la semaine. Semaine relativement chargée, d'ailleurs je vais la reprendre exactement pour être tout à fait sûr de ce que je vous ai mis sur Discord. Il me semble l'avoir en tête, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est ça. Mardi et vendredi, comme d'habitude, ce sont les créneaux fixes de toute manière. Live de lecture sur Le Cauchemar d'Innsmouth. Aujourd'hui, on termine la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth. Et vendredi, on lira La Maison de la Sorcière, comme je vous l'ai dit juste avant. Mercredi et dimanche, vous le savez, normalement le créneau c'est le dimanche, mais en ce moment je fais un créneau supplémentaire de découverte de l'univers de League of Legends, tout simplement parce qu'on est en période de Worlds, donc de championnat du monde de League of Legends, et du coup pour un petit peu fêter l'ambiance des Worlds que j'aime particulièrement, j'ai décidé de faire double ratio de découverte. Donc voilà, n'hésitez pas, demain mercredi et dimanche, à me rejoindre à partir de 15h pour un live de découverte sur l'univers de League of Legends. Il y aura peut-être, je dis bien, peut-être d'autres lives dans la semaine, mais en fait j'avais hyper fort la motivation pour faire des lives de gaming cette semaine, voire même peut-être des lives de musique ou encore d'autres choses. Malheureusement, je dois vous mettre au courant de quelque chose qui me fait un petit peu défaut. En gros, hier, j'ai vraiment désespéré parce que hier, j'ai pas envie de me plaindre en live, j'ai pas envie d'entrer dans le, comment dire,
détails de ma vie privée, et voilà, c'est pas le but de mes lives. Mais là, ça peut avoir un impact sur les lives, donc je dois vous mettre au courant. J'ai même hésité à faire le live d'aujourd'hui pour être franc parce que j'avais un peu pas trop le moral, tout simplement parce que hier il m'est arrivé une grosse tuile, vraiment grosse tuile, et ça m'a mis un gros coup de massue, où vraiment je me suis dit bon bah qu'est-ce que tu fais, t'es dans la merde. Donc voilà, rien que ça. Donc du coup ouais, enfin même encore maintenant je dois vous avouer pardon que j'ai pas trop le moral. Mais je me suis dit, allez, on essaie de positiver, on essaie de continuer les lives, on essaie d'y aller à fond. Et puis on va essayer de penser à autre chose, de pas ruminer ça. Mais en tout cas, sachez que voilà, je suis face à une situation financière compliquée à cause d'une merde qui m'est arrivée. Et du coup, je risque, enfin, ça risque d'avoir peut-être des impacts sur les lives dans les temps à venir, ou sur mon activité globale sur Internet. Je vous en parlerai si vraiment enfin, j'essaierai de vous avertir le plus possible si vraiment ça a en effet un impact. Mais tenez-vous-le pour dit qu'il est possible de voir les lives prochains un petit peu chamboulés, voire annulés pour quelques temps, etc. Malheureusement, ce sera vraiment indépendant de ma volonté. Je vais essayer de faire au mieux, mais voilà. Encore une fois, comme je le dis, j'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai pas aussi non plus envie d'exposer certaines choses que je devrais pas dire, peut-être, je sais pas trop. Enfin bon, bref. Euh, je suis dans une affaire. Voilà, genre vraiment le truc horrible, tu sais. Je vous donne plein d'éléments et en même temps je vous en parle pas, du coup c'est terrible parce que du coup ça va attiser votre curiosité, donc je suis vraiment un connard, mais bon bref. Mais voilà, grosso modo, je suis dans une affaire qui fait que je suis dans la merde financièrement, qui fait que bah, peut-être que ma priorité dans les temps à venir ça va pas être les lives, et peut-être que ma priorité dans les temps à venir ça va pas être de faire mes projets aussi. C'est ça aussi qui m'emmerde personnellement beaucoup. C'est tout simplement de peut-être devoir ralentir, mettre en pause, et j'espère pas, je croise les doigts, annuler des projets. Mais voilà, je préfère vous en parler, vous tenir au courant qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe. Alors je sais que je reste évasif et flou, mais c'est aussi voilà, pour pas ruminer la chose et pour pas m'énerver, parce que je sais que si j'en parle, je risque de m'énerver. C'est pas le but, ça sert à rien. On va essayer de passer un bon moment ensemble. Je vous l'ai dit, vous le savez, et puis vous êtes au courant, et si jamais, comme je le disais, il y a des lives ou des projets qui devaient sauter, qui devaient se ralentir, qui devaient s'annuler, je vous tiendrai au courant comme d'habitude sur Facebook, Twitter et Discord. Donc voilà, il y aura du nouveau s'il y a besoin d'avoir du nouveau. Et merci pour tout le soutien que vous avez pu me signifier sur Discord. Déjà, ça m'a fait extrêmement plaisir. On va dire, dans ce temps pas très très agréable, ça a déjà eu le mérite de m'envoyer une vague ouais, de motivation, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais ouais. En tout cas, c'était cool. Et du coup, merci encore pour la vague de sollicitude que je vois dans le chat, ça me fait plaisir. Du coup, je ne comprends pas du tout ton bug d'écran noir, Mika Clark, et ça, j'avoue que ça m'emmerde beaucoup. J'espère que c'est pas un bug fréquent, commun, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Je suppose que t'as déjà F4 12 000 fois, mais bon. Je sais que moi, des fois, j'ai un écran noir et j'ai F4 et c'est bon. Mais ouais, c'est étonnant. Et du coup, Bosquet de Kine, bonsoir également, pas de soucis. J'écoute deux lives en même temps, c'est la fête. Pas de soucis, Bosquet de Kine. Du coup, je saurais que si tu ne me réponds pas, c'est parce que tu es sur l'autre live, y a pas de soucis. Et d'ailleurs, Bosquet de Kine, je vois en effet que tu as mon logo, enfin mon logo, mon badge d'abonné des 1 mois. Donc a priori, tu as bien réussi à t'abonner via Twitch Prime, comme on avait pu en parler sur Discord. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la notif dans ma barre d'événements, donc c'est étrange. Mais bon, en tout cas, t'as réussi à t'abo, et du coup, encore une fois, merci beaucoup pour ça, le Bosquet de Kine. Tous vos soutiens me vont droit au cœur. Je pense avoir dit la majeure partie de ce que j'avais à dire dans cette introduction. J'ai fait le programme de la semaine. Je vous ai parlé du truc pas Jojo qui fait pas plaisir. Bah, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans la lecture, les amis.
Je pense qu'on va pouvoir se lancer. Punaise, j'ai mis beaucoup trop de grenadine dans ma boisson. C'est beaucoup trop sucré. Donc, la dernière fois, nous avons commencé à lire Le Cauchemar d'Innsmouth, la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth. Nous nous sommes baladés dans cette ville d'Innsmouth, du coup, complètement à l'ambiance taciturne, à l'ambiance obscure, sombre, glauque, et c'était hyper plaisant de découvrir cet univers. Avec ce narrateur interne qui du coup nous amène avec lui dans son voyage, enfin en tout cas qui nous fait le récit de son voyage, et c'est hyper agréable de le découvrir comme ça. On a fait la rencontre d'un personnage tout à fait intéressant, Zadok Allen, une espèce de nonagénaire à la moitié, enfin j'ai même pas envie de dire à la moitié parce qu'il est à la croisée de tout un tas de sentiments. Déjà, il boit beaucoup d'alcool, il est à la croisée de la folie, de la tristesse, du désespoir, de la colère. Donc il y a tout un tas d'éléments qui se disputent dans son récit, dans son discours, dans son monologue presque, j'ai envie de dire, un petit peu saugrenu. Et c'était si kiffant de faire ce personnage d'ailleurs. Ce passage était vraiment trop cool à lire. Et je dois vous avouer que pour le moment, je n'ai pas peur des mots, c'est ce que je disais la dernière fois. Moi qui ai lu, je pense, une petite dizaine d'œuvres de Lovecraft, quoique peut-être une grosse dizaine d'œuvres de Lovecraft à force en fait, si on considère qu'une nouvelle est une œuvre. Donc je pense, ouais, en ayant fait une bonne grosse dizaine de nouvelles ou romans de Lovecraft, je pense que Le Cauchemar d'Innsmouth est très bien parti pour se classer comme étant ma préférée de l'œuvre de Lovecraft. Pour le moment, je suis vraiment subjugué, je suis vraiment conquis, notamment ce monologue de Zadok Allen qui était délicieux à découvrir, surtout qu'il y a tout un tas d'éléments qu'on kiffe justement voir chez Lovecraft, qui nous parle du mythe de Cthulhu. On a une phrase en langue un petit peu incompréhensible pour les êtres humains, et qui est d'ailleurs une phrase ultra connue de l'univers de Lovecraft, ce Ia Ia Cthulhuftagn Flugluimuglang Cthulhurlié Waglag Flang, bref, je l'ai refait très mal, mais vous voyez un peu le délire. De toute manière, un être humain ne peut pas le prononcer avec son anatomie humaine, vous le savez. On nous parle des Shoggoths, on nous parle de rites étranges avec des créatures amphibiennes, mi-homme, mi-poisson, mi-batraciens, enfin voilà. Des trucs très bizarres, des espèces de rites très étranges qui se passent dans la ville, avec des monstres qui habiteraient même cette ville. Bref. Beaucoup trop de hype déjà sur ce chapitre 3, je sais pas trop si je peux appeler ça des chapitres, puisque on est dans une nouvelle, et c'était juste écrit 1, 2, 3, je sais pas si on peut dire chapitre, bref. En tout cas, ce soir, je reprends la lecture donc après ce monologue de Zadok Allen, qui est parti en s'enfuyant, en criant dans tous les sens, et du coup notre narrateur l'a perdu de vue. Je reprends donc au numéro 4, et il ne reste plus qu'un numéro 4 et un numéro 5, sachant que le numéro 4 fait 30 pages et le numéro 5 fait 10 pages. Donc, désolé, mais je pense que je vais couper en pleine partie, tout simplement pour faire 2 fois 20 pages. Ça sera plus simple pour mes cordes vocales, donc ce sera peut-être moins simple pour vous y retrouver, malheureusement, désolé. Mais ce sera mieux pour moi pour tenir la longueur de la lecture. Donc voilà, disons que vous savez que je lis la première partie, enfin, disons que vous savez que 4 et 5, c'est la découpe dans le texte, la découpe normale, vous le voyez ici, il y a un 4, hop, et les pauses que je fais, c'est une découpe arbitraire, voilà, comme ça vous saurez. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé dans cette introduction. Internet, le live ne marche pas, ça doit être la collection. Tu as regardé si... J'ai plusieurs bugs. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur, je n'ai aucun bug sur tel mois. Vous me faites peur à être plusieurs à me dire qu'il y a des bugs. Alors après, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui live, ce qui fait que mon live n'est disponible qu'en 720p. Peut-être que vous n'avez pas une suffisamment bonne connexion pour me regarder en 720p, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, je sais pas trop.
D'ailleurs, ah oui, ça j'en ai pas parlé, je me suis rendu compte sur les derniers lives, je sais pas si c'est du fait de la mise à jour d'OBS, si c'est du fait d'avoir installé les drivers pour ma nouvelle caméra, si c'est le fait d'avoir crié lors du dernier live, parce qu'il y a des moments où bah, c'était intense dans le texte, mais je sentais bien que mon micro saturait, j'en avais parlé lors d'un live précédent, donc là j'ai bougé le réglage de mon micro, pour que normalement il n'y ait pas de bruit de fond et que on ne m'entende pas saturé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur le son de ma voix si vous trouvez qu'il est plus faible que d'habitude, si vous trouvez qu'il est toujours entendable, entre guillemets, correct, qui sature pas, qu'il n'y a pas de bruit de fond et ainsi de suite. Voilà, voilà. Je compte sur vous pour me faire ce genre de retour les amis, et puis cette fois-ci je vais vraiment me lancer dans la lecture parce que j'ai l'impression de beaucoup discuter, décidément. Je ne perds pas mes mauvais travers. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Bonne écoute le bosquet de Kain, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Mika. Niveau de la voix, nickel, son nickel. Ah merci, merci, merci. Bonne écoute Jumpy, bonne écoute le bosquet de Kain, Mika, je pense que j'ai dit tout le monde en fait. Hein. Et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la pause. 4. Je ne saurais décrire l'état d'esprit dans lequel me laissa cet épisode atroce, à la fois fou et navrant, grotesque et terrifiant. Le garçon épicier m'y avait préparé, mais la réalité ne m'en avait pas moins jeté dans le trouble et la confusion. Malgré la puérilité de l'histoire, le sérieux et l'horreur insensée du vieux Zadok m'avaient communiqué une inquiétude grandissante qui s'ajoutait à ma répulsion première pour la ville et l'ombre de son insaisissable fléau. Plus tard, je pourrais analyser le récit et en tirer les éléments de base d'une allégorie historique. Pour l'instant, je ne demandais qu'à l'oublier. Il était dangereusement tard. Ma montre indiquait 7h15 et l'autobus pour Arkham quittait Town Square à 8h. Et je m'efforçais de ramener mes pensées à un souci aussi neutre et pratique que possible, tout en parcourant vivement les rues désertes de toits béants et de maisons chancelantes, pour rejoindre l'hôtel où j'avais laissé ma valise et où je trouverais mon bus. Malgré la lumière dorée de fin d'après-midi qui donnait aux vieux toits et aux cheminées délabrées un air de paix et un charme mystérieux, je ne pouvais m'empêcher de jeter parfois un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je serais vraiment ravi de quitter cette Innsmouth malodorante où régnait la terreur, et j'aurais bien voulu qu'il existe quelque autre véhicule que celui du sinistre Sergeant. Pourtant, je n'accélérais pas trop l'allure, car il se trouvait à tous ces coins de rue silencieux des détails architecturaux dignes d'attention, et je pouvais aisément, d'après mes calculs, faire le trajet en une demi-heure. En étudiant la carte du jeune homme de l'épicerie à la recherche d'un itinéraire que je n'aurais pas encore suivi, je choisis Marsh Street au lieu de State Street pour gagner la Grand Place. Au coin de Fall Street, je commençais à voir çà et là des groupes de chuchoteurs furtifs, et en arrivant enfin sur la place, je constatai que presque tous les flâneurs étaient rassemblés devant la porte de la maison Gilman. J'eus l'impression que beaucoup d'yeux saillants, humides, immobiles me regardaient curieusement quand je demandais ma valise dans le hall, et j'espérais qu'aucun de ces êtres déplaisants ne partagerait la voiture avec moi. L'autobus, plutôt en avance, arriva à grand bruit avec 3 passagers un peu avant 8h, et un individu à la mine patibulaire adressa sur le trottoir quelques mots inintelligibles au conducteur. Sergeant jeta dehors un sac postal et un paquet de journaux, puis entra dans l'hôtel, tandis que les voyageurs, les mêmes que j'avais vus arriver à Newburyport ce matin-là, gagnaient le trottoir d'un pas traînant et échangeaient quelques vagues paroles gutturales avec un badaud dans une langue dont j'aurais juré que ce n'était pas de l'anglais. Je montai dans la voiture vide et pris la même place que j'avais occupée précédemment. Mais à peine étais-je installé que Sargent reparut et se mit à marmonner d'une voix de gorge particulièrement répugnante. Apparemment, je n'avais vraiment pas de chance. Quelque chose s'était détraqué dans le moteur, bien qu'il ait très bien marché depuis Newburyport, et l'autobus ne pourrait pas continuer jusqu'à Arkham. Non, on ne pouvait pas le réparer cette nuit, et il n'y avait pas d'autre moyen de transport à partir d'Innsmouth, pour Arkham ni ailleurs. Sargent était désolé, mais je serais obligé de coucher au Gilman. On me ferait certainement un prix à la réception, mais il n'y avait pas d'autre solution. Quasi stupéfait de cet obstacle imprévu, et redoutant vivement la tombée de la nuit dans cette ville pourrissante à peine éclairée,
Je quittai l'autobus et rentrai dans le hall de l'hôtel où le gardien de nuit à l'air maussade et louche me proposa la chambre 428 à l'avant-dernier étage. Grande, mais sans eau courante, pour $1. Malgré ce que j'avais entendu dire de cet hôtel à Newburyport, je signai le registre, donnai mon $, laissai l'employé prendre ma valise et suivis ce serviteur revêche et solitaire pour monter 3 étages de marches grinçantes en dépassant des couloirs poussiéreux qui semblaient entièrement déserts. Ma chambre, une pièce sombre à l'arrière de l'hôtel, avec 2 fenêtres et maigrement pourvues de meubles bon marché, donnait sur une cour lugubre cernée encore par des bâtiments de briques, bas et apparemment abandonnés, et dominait un panorama de toits vétustes qui s'étendait vers l'ouest en deçà d'une campagne marécageuse. Au bout du couloir se trouvait une salle de bain, décourageante relique avec son antique cuvette de marbre, un tube en fer blanc, une ampoule électrique très faible, et des boiseries moisies autour des tuyauteries. Comme il faisait encore jour, je descendis sur la place pour tâcher de trouver à dîner, et je remarquai alors les coups d'œil bizarres que me jetaient les flâneurs douteux. L'épicerie étant fermée, je dus me rabattre sur le restaurant que j'avais d'abord évité. Il était tenu par un homme voûté à la tête étroite, aux yeux immobiles et sans expression, et une fille au nez plat et aux mains incroyablement épaisses et maladroites. On ne servait qu'au comptoir, et je fus soulagé en m'apercevant que presque tout venait manifestement de boîtes de conserve et de sachets. Je me contentai d'un bol de soupe aux légumes avec des crackers, et regagnai bientôt ma triste chambre au Gilman, où je pris un journal du soir et un magazine criblé de chiures de mouches auprès de l'employé revêche, qui tenait un étalage branlant à côté de son bureau. Quand le crépuscule s'assombrit, j'allumai la faible ampoule électrique au-dessus du modeste lit de fer, pour essayer autant que possible de continuer la lecture que j'avais commencée. Je jugeais opportun d'occuper sainement mon esprit plutôt que de le laisser ressasser les monstruosités de cette vieille ville en proie à la dégradation, tant que j'étais encore dans ses murs. L'histoire folle que m'avait racontée le vieil ivrogne ne me promettait pas de rêves très agréables, et je sentais qu'il me fallait écarter le plus possible de mon imagination le souvenir de ses yeux larmoyants et hagards. Je ne devais pas non plus m'appesantir sur ce que l'inspecteur du travail avait dit à l'employé de la gare de Newburyport au sujet de l'hôtel Gilman et des voix de ses occupants nocturnes. Ni là-dessus, ni sur le visage sous la tiare dans l'entrée obscure de l'église. Ce visage dont ma pensée consciente ne pouvait expliquer l'horreur. Peut-être aurait-il été plus facile de détourner mes réflexions de ces sujets troublants si la chambre n'avait pas autant empesté le moisi. Cette odeur atroce, hideusement mêlée à celle du poisson qui régnait dans la ville, ramenait sans cesse l'imagination à la décomposition et à la mort. Ce qui m'inquiétait aussi, c'était l'absence de verrou à la porte de ma chambre. Il y en avait eu un, comme le prouvaient clairement les traces, mais on l'avait enlevé récemment. Sans doute était-il devenu inutilisable, comme tant d'autres choses dans ce bâtiment délabré. Dans ma nervosité, je me mis à chercher et je découvris sur la penderie un verrou visiblement de la même taille, à en juger par les traces, que celui de la porte. Pour détendre un peu l'atmosphère lourde, je m'occupai de le fixer sur l'emplacement vide, à l'aide d'un petit nécessaire de 3 pièces, dont un tournevis, que je portais sur mon trousseau de clés. Il s'adaptait parfaitement, et je fus assez soulagé de savoir que je pourrais le fermer avant de me coucher. Je ne croyais pas en avoir réellement besoin, mais le moindre symbole de sécurité était le bienvenu dans un pareil endroit. Il y avait aussi des verrous aux portes de communication des 2 chambres voisines, et je les poussai aussitôt. Je ne me déshabillai pas, décidé à lire jusqu'au moment de m'endormir. Je m'allongerais alors après avoir ôté seulement mon veston, mon faux col et mes chaussures. Tirant une lampe électrique de ma valise, je la mis dans ma poche pour pouvoir consulter ma montre si je m'éveillais plus tard dans la nuit. Cependant, le sommeil ne vint pas. Et quand j'analysai mes pensées, je m'aperçus non sans inquiétude que je prêtais l'oreille inconsciemment à quelque chose que je redoutais sans pouvoir le définir. L'histoire de l'inspecteur avait marqué mon imagination plus profondément que je ne le croyais. J'essayai à nouveau de lire, mais je dus reconnaître que je n'avançais pas. Au bout d'un certain temps, je crus entendre craquer l'escalier et les couloirs comme sous des pas, et je supposai que les autres chambres commençaient à se remplir. Pourtant il n'y avait pas de bruit de voix, et je fus frappé du caractère furtif de ces craquements. Cela me déplut, et je me demandai si je ne ferais pas mieux de ne pas dormir du tout. Cette ville abritait des gens bizarres, et l'on avait incontestablement noté plusieurs disparitions. Était-ce là une de ces auberges où l'on tuait les voyageurs pour voler leur argent? Je n'avais sûrement pas l'air très fortuné.
Ou bien les habitants avaient-ils tant de haine pour les visiteurs curieux? Mon intérêt évident de touriste, la fréquente consultation de la carte, avait-il fait mauvaise impression? Dans quel état nerveux étais-je donc pour échafauder ainsi des hypothèses sur quelques craquements fortuits? Mais je n'en regrettais pas moins d'être sans armes. Finalement, éprouvant une fatigue qui n'annonçait pas le sommeil, je tirai le verrou réinstallé sur la porte du couloir, éteignis la lumière, et me jetai sur le lit dur et défoncé, gardant veston, col, chaussures et tout. Dans le noir, le moindre bruit nocturne prenait de l'importance, et un flot de pensées doublement désagréables m'envahit. Je regrettais d'avoir éteint la lumière, mais j'étais trop las pour me lever et aller la rallumer. Alors, après un long et lugubre intervalle, et le prélude de nouveaux craquements dans l'escalier et le couloir, vint ce bruit léger, terriblement reconnaissable, qui semblait la funeste justification de toutes mes frayeurs. À n'en pas douter, on essayait une clé, prudemment, furtivement, non sans hésitation, dans la serrure de ma porte. Mes sensations, en identifiant ce signe d'un danger réel, furent peut-être moins violentes à cause des craintes vagues qui les avaient précédées. Bien que sans motif précis je m'étais instinctivement tenu sur mes gardes, ce qui allait m'aider dans la nouvelle épreuve véritable, quelle qu'elle puisse être. Néanmoins, ce progrès de la menace, d'abord vague prémonition puis réalité concrète, m'impressionna profondément, et je le ressentis comme un choc violent. Il ne me vint pas à l'idée que ce tâtonnement pouvait être une simple erreur. N'envisageant qu'une intention malveillante, je gardai un silence de mort, en attendant ce qu'allait faire l'intrus supposé. Un moment plus tard, le cliquetis furtif cessa, et j'entendis qu'on pénétrait avec un passe-partout dans la chambre au nord de la mienne. Puis on essaya doucement la serrure de la porte qui donnait dans ma chambre. Le verrou résista naturellement, et le plancher grinça quand le rôdeur quitta la pièce. Au bout d'un instant, un autre bruit discret m'apprit qu'on entrait dans la chambre au sud de la mienne. Puis, nouveau tâtonnement sur le verrou de la porte de communication, et nouveau grincement d'un pas qui bat en retraite. Cette fois il s'éloigna dans le couloir, descendit l'escalier, et je compris que le rôdeur, ayant constaté le verrouillage de mes portes, renonçait à sa tentative pour un temps plus ou moins long, comme on le verrait plus tard. La promptitude avec laquelle j'établis un plan d'action prouve que j'avais dû inconsciemment craindre quelques menaces et envisager depuis des heures les divers moyens d'y échapper. Dès l'abord, je sentis que le tâtonneur invisible représentait un danger qu'il ne fallait ni affronter ni discuter, mais fuir le plus rapidement possible. La seule chose à faire était de quitter cet hôtel vivant, en toute hâte, et par une autre issue que l'escalier et le hall d'entrée. M'étant levé sans bruit, et dirigeant la lumière de ma lampe sur l'interrupteur, j'essayai d'allumer l'ampoule au-dessus du lit, pour choisir quelques affaires à mettre dans mes poches avant de fuir sans valise. Mais rien ne se passa. On avait donc coupé le courant. De toute évidence, un mouvement malfaisant et secret se préparait sur une grande échelle, lequel au juste je n'aurais su le dire. Tandis que je réfléchissais, la main sur l'interrupteur inutile, je perçus un craquement étouffé à l'étage au-dessous, et crus distinguer le bruit d'une conversation. Un instant plus tard, j'étais moins sûr que ces sons graves fussent des voix, car ces aboiements rauques et ces coassements à peine articulés ressemblaient bien peu à un langage humain connu. Je songeais alors plus que jamais à ce que l'inspecteur du travail avait entendu la nuit dans cette maison moisie et pestilentielle. Après avoir rempli mes poches à la lumière de ma lampe, je mis mon chapeau et me dirigeai sur la pointe des pieds vers les fenêtres pour examiner les moyens de descendre. En dépit des règlements en vigueur, il n'y avait pas d'échelle d'incendie de ce côté de l'hôtel, et je découvris que mes fenêtres ne donnaient que sur un à-pic de 3 étages jusqu'à la cour pavée. À droite et à gauche, cependant, d'anciens bâtiments industriels en briques étaient contigus à l'hôtel. Leurs toits en pente montaient à une distance raisonnable qui permettait d'y sauter de mon 4e étage. Pour atteindre l'un ou l'autre, il me faudrait être dans une chambre à 2 portes de la mienne, soit au nord, soit au sud selon le cas, et je me mis aussitôt à calculer les chances que j'avais d'effectuer ce transfert. Je ne pouvais me risquer à sortir dans le couloir. On y entendrait sûrement le bruit de mes pas, et les difficultés pour entrer dans la chambre voulue seraient insurmontables. Je devrais passer, pour réaliser mon projet, par les portes de communication, de construction plus légère. Il faudrait en forcer les serrures et les verrous en me servant de mon épaule comme d'un bélier chaque fois qu'il serait fermé de l'intérieur. Ce qui me paraissait possible, étant donné l'état de délabrement de l'hôtel et de ses installations, mais je ne pourrais le faire sans bruit. Je devais compter uniquement sur ma rapidité, et sur la chance d'atteindre une fenêtre avant que les forces hostiles n'aient le temps de s'organiser pour ouvrir la bonne porte avec un passe-partout.
Je barricadai ma porte sur le couloir avec la commode, que je poussai petit à petit pour faire le minimum de bruit. Je me rendais bien compte que mes chances étaient très minces, et j'étais prêt à un désastre. Même si j'atteignais un toit voisin, le problème ne serait pas résolu, car il resterait à gagner le sol et à m'échapper de la ville. Le seul élément favorable était l'état d'abandon et de ruine des bâtiments contigus, et les nombreuses lucarnes obscures ouvertes sur chacun. Ayant constaté sur le plan du garçon épicier qu'il valait mieux sortir de la ville par le sud, j'examinai d'abord la porte au sud de la chambre. Elle s'ouvrait dans ma direction, et je vis, après avoir tiré le verrou et trouvé en place d'autres fermetures, qu'elle serait trop difficile à forcer. Je renonçai donc à cette issue et poussai le lit tout contre pour prévenir toute attaque éventuelle venant de la chambre voisine. La porte nord s'ouvrait vers l'extérieur, et bien que je l'ai trouvée fermée à clé ou au verrou de l'autre côté, c'était par elle que je devais passer. Si j'arrivais à sauter sur les toits des bâtiments de Payne Street et à descendre à terre sans encombre, je pourrais peut-être filer par la cour et les maisons voisines, ou celles d'en face, jusqu'à Washington ou Bates Street, à moins de sortir dans Payne Street et de tourner vers le sud pour retrouver Washington Street. De toute façon, mon but était de gagner Washington Street et de m'éloigner le plus vite possible des parages de la Grand Place. J'aurais préféré éviter Payne Street, à cause de la caserne des pompiers qui restait peut-être ouverte toute la nuit. En pensant à tout cela, je regardais au-dessous de moi la misérable mer de toits pourrissants, éclairée maintenant par les rayons d'une lune encore presque pleine. À droite, la noire entaille de la gorge où coulait la rivière divisait le paysage. Les usines et la gare abandonnée s'y accrochaient de part et d'autre comme des bernacles. Au-delà, les rails rouillés et la route de Rowley traversaient une étendue marécageuse semée d'îlots, de terrains plus hauts et secs couverts de broussailles. À gauche, dans la campagne au plus proche parcourue de cours d'eau, l'étroite route d'Ipswich luisait blanche sous la lune. De ce côté de l'hôtel, je ne pouvais pas voir la route du sud en direction d'Arkham que j'avais décidé de prendre. Je me demandais, hésitant, si je devais attaquer la porte du sud, et comment le faire sans être entendu, lorsque je remarquai que les vagues bruits d'en dessous avaient fait place à de nouveaux grincements de marche plus marqués. Une lueur vacillante apparut à travers mon imposte, et le plancher du couloir gémit sous un pas pesant. Des sons étouffés, peut-être des voix, se rapprochèrent, et enfin on frappa vigoureusement à ma porte. D'abord je retins seulement mon souffle, et j'attendis. J'eus l'impression qu'il s'écoulait des éternités, et l'écœurante odeur de poisson des alentours s'aggrava soudain de façon alarmante. Puis on frappa de nouveau, sans arrêt, et avec une insistance grandissante. Comprenant qu'il était temps d'agir, je tirai le verrou de la porte nord, rassemblant mes forces pour l'enfoncer. À l'extérieur, les coups redoublaient, et j'espérais qu'il couvrirait le bruit de mes efforts. Passant enfin à l'attaque, je me jetai à plusieurs reprises sur le mince panneau, l'épaule gauche en avant, sans souci des chocs ou de la douleur. La porte résista plus que je ne m'y attendais, mais je ne renonçai pas. Et cependant le tumulte au dehors ne faisait que croître. La porte de communication finit par céder, mais avec un tel fracas que dans le couloir on dut l'entendre. Immédiatement les coups devinrent un martèlement violent, tandis que des bruits de clés inquiétants résonnaient aux portes des chambres voisines. Me ruant dans celle que je venais d'ouvrir, je réussis à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne puisse l'ouvrir, mais au même moment, j'entendis un passe-partout grincer à la porte extérieure de la troisième chambre, celle dont j'avais espéré emprunter la fenêtre pour atteindre le toit au-dessous. Je tombai un instant dans un complet désespoir, me voyant prisonnier dans une pièce dont aucune fenêtre ne m'offrait d'issue. Une vague d'horreur presque monstrueuse m'envahit et prêta sous la lumière de ma lampe de poche une terrible bien qu'inexplicable étrangeté aux traces de pas qu'avait laissées dans la poussière l'intrus qui, ici même, essayait tout à l'heure de pénétrer chez moi. Puis, poussé par un automatisme plus fort que le désespoir, je me dirigeai vers la porte de communication, prêt à l'enfoncer, et, si je trouvais les fermetures intactes comme dans la seconde chambre, à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne l'ouvre de l'extérieur. Un vrai hasard providentiel me donna ma revanche, car devant moi, la porte n'était pas fermée à clé, mais était même entr'ouverte. À la seconde, je l'avais franchie, et bloquée du genou droit, et de l'épaule, la porte du couloir qui visiblement commençait à s'ouvrir vers l'intérieur. Ma pression prit l'assaillante au dépourvu, et le panneau se referma sous mon effort, si bien que je n'eus qu'à faire glisser le verrou comme je l'avais fait avec l'autre porte.
Je reprenais souffle lorsque j'entendis faiblir les coups sur les 2 portes extérieures, tandis qu'un vacarme confus venait de la porte de communication consolidée par mon lit. De toute évidence, les agresseurs étaient entrés en masse dans la chambre du sud et se préparaient à une attaque de flanc. Au même instant, un passe-partout pénétrait dans la serrure de la chambre nord contiguë, et je compris qu'un danger plus immédiat me menaçait. La porte de communication vers le nord était grande ouverte, mais il n'était plus temps de défendre celle du couloir. Je dus me contenter de fermer et de verrouiller la porte restée ouverte, et celle qui lui faisait vis-à-vis, poussant un lit contre l'une, une commode contre l'autre, et une table de toilette devant l'entrée du couloir. Je ne pouvais me fier qu'à ces obstacles de fortune pour me protéger jusqu'à ce que je franchisse la fenêtre et gagne le toit du bâtiment de Payne Street. Mais même à ce moment critique, mon horreur ne venait pas de la faiblesse de mes moyens de défense. Je frissonnais parce que aucun de mes poursuivants, en dehors de quelques hideux halètements, grognements et de faibles aboiements de temps à autre, n'émettait un son vocal net ou intelligible. Tandis que je déplaçais les meubles et me ruais vers les fenêtres, j'entendis dans le couloir un bruit terrifiant. Des pas précipités en direction de la chambre au nord de la mienne, alors que les coups avaient cessé du côté sud. Manifestement, la plupart de mes adversaires allaient concentrer leurs forces contre la fragile porte de communication dont ils savaient qu'elle menait directement à moi. Dehors, la lune baignait le faîtage du bâtiment au-dessous, et je vis que le saut serait terriblement risqué à cause de la pente abrupte sur laquelle je devais atterrir. Dans ces conditions, je choisis pour m'échapper la plus au sud des 2 fenêtres. Je prévoyais de retomber sur le versant intérieur du toit et de gagner la lucarne la plus proche. Une fois dans l'une des constructions de briques délabrées, je devais m'attendre à une poursuite, mais j'espérais pouvoir descendre et m'esquiver en passant de l'une à l'autre des entrées béantes autour de la cour obscure, rejoindre enfin Washington Street et me glisser hors de la ville en direction du sud. Le tumulte devant la porte de communication nord était devenu terrifiant, et je vis que le mince panneau commençait à se fendre. Les assiégeants avaient sans doute apporté un objet pesant en guise de bélier. Néanmoins le lit tenait bon, ce qui me laissait encore une faible chance de réussir mon évasion. En ouvrant la fenêtre, je remarquai qu'elle était flanquée d'un lourd rideau de velours suspendu à une tringle par des anneaux de cuivre, et aussi qu'il y avait à l'extérieur de gros crochets pour attacher les volets. Voyant là un moyen d'éviter un saut dangereux, je tirai d'un coup sec et fis tomber à terre rideau, tringle et le reste. Puis j'accrochai vivement 2 des anneaux au crochet du volet et jetai l'étoffe au dehors. Les lourds plis tombaient largement jusqu'au toit, et je jugeai qu'anneaux et crochets pourraient supporter mon poids. Alors, enjambant la fenêtre et descendant le long de l'échelle de corde improvisée, je laissai à jamais derrière moi la bâtisse malsaine et grouillante d'horreur de l'hôtel Gilman. J'atterris sans dommage sur les ardoises disjointes du toit pentu, et réussis à gagner le trou noir de la lucarne sans glisser une seule fois. En levant les yeux vers la fenêtre que je venais de quitter, je vis qu'elle était toujours obscure, mais plus loin au nord, entre les cheminées croulantes, je discernais des lumières de mauvais augure qui brillaient dans la salle de l'ordre de Dagon, l'église baptiste et celle des congrégationalistes que je me rappelais en frissonnant. Ne voyant personne en bas de la cour, j'espérais avoir une chance de fuir avant le déclenchement d'une alerte générale. À la lueur de ma lampe électrique, je constatai à travers la lucarne qu'il n'y avait pas de marche pour descendre. La distance n'était pas grande toutefois, si bien que je grimpai sur le bord et me laissai tomber. Je me retrouvai sur un plancher poussiéreux encombré de caisses et de tonneaux vermoulus. L'endroit était lugubre, mais je ne me souciais plus de ce genre d'impression et je gagnai aussitôt l'escalier révélé par ma lampe, après un bref coup d'œil à ma montre qui indiquait 2 heures du matin. Les marches grinçaient, mais paraissaient assez solides et je les descendis 4 à 4, après un second étage qui avait l'air d'une grange, jusqu'au rez-de-chaussée. C'était le désert complet, et seul l'écho répondit au bruit de mes pas. J'atteignis enfin le couloir inférieur, au bout duquel un rectangle faiblement éclairé indiquait l'entrée en ruine sur Payne Street. Me dirigeant dans le sens opposé, je trouvai la porte de derrière également ouverte, et dégringolant 5 marches de pierre, je me retrouvai sur les pavés herbeux de la cour. Les rayons de la lune n'arrivaient pas jusque-là, mais j'y voyais juste assez pour me passer de ma lampe. Certaines fenêtres de l'hôtel Gilman étaient maigrement éclairées, et je crus entendre des bruits confus à l'intérieur. Avançant en silence du côté de Washington Street, je distinguai plusieurs entrées ouvertes et m'engageai dans la plus proche. Il faisait noir dans le corridor, et quand j'arrivai à l'autre bout, je m'aperçus que la porte de la rue était hermétiquement close.
Résolu à essayer un autre bâtiment, je revins sur mes pas à tâtons vers la cour, mais je m'arrêtai net tout près de l'entrée. Par une porte ouverte de l'hôtel Gilman se déversait une énorme foule de silhouettes douteuses, des lanternes dansaient dans les ténèbres, et d'horribles voix coassantes échangeaient des cris étouffés en un langage qui n'avait rien d'anglais. Ces formes se déplaçaient de manière hésitante, et je compris à mon grand soulagement qu'elles ignoraient où j'étais allé. Je n'en ressentis pas moins à leur vue un frisson d'horreur. Leurs traits étaient indiscernables, mais la démarche traînante, ramassée, était affreusement repoussante. Et pire que tout, je remarquai que l'une d'elles, vêtue d'une robe bizarre, portait à n'en pas douter une haute tiare dont le dessin ne m'était que trop familier. Tandis qu'elle se répandait dans la cour, je sentis redoubler mes craintes. Et si je ne trouvais aucune issue à ce bâtiment du côté de la rue? L'odeur de poisson était détestable, et je m'étonnais de pouvoir la supporter sans défaillir. Tâtonnant de nouveau vers la rue, j'ouvris une porte dans le couloir et me trouvai dans une pièce vide, aux volets clos, mais sans châssis de fenêtre. Guidé par les rayons de ma lampe, je réussis à ouvrir ces volets. En un instant, je sautai dehors et refermai soigneusement l'ouverture comme je l'avais trouvée. J'étais maintenant dans Washington Street, et je ne vis d'abord âme qui vive, ni d'autre clarté que celle de la lune. Pourtant j'entendais au loin, venant de plusieurs directions, le son de voix rauques, de pas, et une curieuse espèce de trottinement très distinct des bruits de pas. Manifestement, je n'avais pas de temps à perdre. Mon orientation était claire et je me réjouis de voir éteints tous les réverbères, comme c'est souvent l'usage les nuits de pleine lune dans les régions rurales défavorisées. Certains des bruits provenaient du sud, et pourtant je persistais à vouloir fuir dans cette direction. Il y aurait sûrement quantité d'entrées désertes pour m'abriter si je rencontrais une personne ou un groupe aux allures de poursuivants. Je marchais vite, en silence, près des maisons en ruine. Bien que sans chapeau et décoiffé après ma descente laborieuse, je ne paraissais pas spécialement remarquable, et je pouvais passer inaperçu s'il me fallait par hasard croiser quelqu'un. À la hauteur de Bates Street, je m'enfonçai dans un vestibule béant, tandis que deux silhouettes aux pas traînants traversaient la rue devant moi. Mais je me remis bientôt en route vers le grand carrefour où Elliott Street coupe obliquement Washington Street à son intersection avec South Street. Sans avoir jamais vu cet endroit, je l'avais jugé dangereux sur la carte du garçon épicier, et la lune devait y donner en plein. Il était impossible de l'éviter car tout autre itinéraire impliquerait des détours, donc d'autres risques de découverte et une perte de temps. Il ne me restait qu'à le traverser hardiment et sans me cacher, en imitant de mon mieux le pas traînant caractéristique des gens d'Innsmouth, et avec l'espoir de ne rencontrer personne, du moins aucun de mes poursuivants. Dans quelle mesure la poursuite était-elle organisée, et en fait quel était exactement son but? Je n'en avais aucune idée. Il semblait régner en ville une activité inaccoutumée, mais je pensais que la nouvelle de ma fuite du Gilman ne s'était pas encore répandue. Naturellement, il me faudrait bientôt quitter Washington Street pour quelque autre rue en direction du sud, car cette bande de l'hôtel ne manquerait pas de se lancer à mes trousses. Je devais avoir laissé des traces dans la poussière du dernier vieux bâtiment, révélant ainsi comment j'avais gagné la rue. Le carrefour était, et je l'avais prévu, inondé de clarté lunaire. Je vis en son centre les restes d'une pelouse entourée d'une grille de fer. Heureusement, il n'y avait personne alentour, mais un étrange grondement ou bourdonnement s'amplifiait du côté de la Grand-Place. South Street, très large et légèrement en pente, descendait directement jusqu'au quai et offrait une vue dégagée sur la mer, et j'espérais que personne ne regarderait de là-bas, tandis que je traverserais sous la lune. J'avançai sans encombre, et aucun nouveau bruit ne me fit supposer qu'on m'avait observé. Jetant un coup d'œil autour de moi, je ralentis involontairement un instant pour admirer au bout de la rue la mer somptueuse dans tout l'éclat du clair de lune. Au-delà de la digue, j'aperçus le vague profil noir du récif du diable, et je ne pus m'empêcher de penser à toutes les hideuses légendes que j'avais entendues pendant les dernières 34 heures, et qui représentaient ce roc déchiqueté comme une vraie porte vers des mondes d'une horreur insondable et d'une inimaginable monstruosité. Alors, sans avertissement, se produisit une série d'éclairs sur le lointain récif. Précis et indiscutables, ils éveillèrent dans mon esprit une terreur tout à fait irrationnelle. Mes muscles se tendirent en un réflexe de fuite, que ne retinrent qu'une sorte de prudence inconsciente et une fascination quasi hypnotique. Et pour empirer les choses, jaillissait maintenant du haut du belvédère de l'hôtel Gilman, qui s'élevait derrière moi au nord-est, une suite de lueurs analogues mais différemment espacées, qui ne pouvaient être qu'une réponse au premier signal. Maîtrisant mes muscles, et me rendant compte à nouveau à quel point j'étais en vue, je repris mon allure vive tout en feignant de traîner les pieds,
et je ne cessais de surveiller l'infernal et menaçant récif tant que South Street m'ouvrait sa perspective sur la mer. Je ne savais que penser de ce que j'avais vu. À moins qu'il ne s'agisse d'un rite étrange lié au récif du diable, ou de quelques groupes débarqués d'un bateau sur ce sinistre roc. J'obliquai vers la gauche, en contournant l'ancienne pelouse, sans quitter des yeux l'océan qui resplendissait sous la lumière spectrale de la lune d'été, ni le mystérieux spectacle de ces signaux inconnus et inexplicables. C'est alors que j'éprouvai l'impression la plus horrible de tout ce que j'avais ressenti. Celle qui anéantit mon dernier vestige de sang-froid et me lança frénétiquement vers le sud, le long des noires entrées béantes et des fenêtres aux regards fixes de poissons, en cette rue déserte de cauchemars. Car, à mieux regarder, je m'aperçus que les eaux éclairées par la lune entre le récif et le rivage étaient loin d'être vides. Elles fourmillaient d'une horde grouillante de formes qui y nageaient en direction de la ville. Même à cette distance et en un seul regard, j'avais compris que les têtes qui dansaient sur l'eau et les bras qui battaient l'air étaient étrangers et anormaux au point qu'on pouvait à peine le dire ou le formuler consciemment. Ma course folle ne me mena pas même au bout du pâté de maison, car j'entendis à ma gauche quelque chose comme la clameur d'une poursuite organisée, des bruits de pas, des sons gutturaux et un ronflement de moteur suivant Federal Street vers le sud. En une seconde, tous mes projets furent entièrement renversés. Si la route du sud était bloquée devant moi, il fallait évidemment sortir d'Innsmouth par un autre chemin. Je m'arrêtai et me réfugiai dans une entrée ouverte, me félicitant d'avoir franchi le carrefour éclairé par la lune avant que ses poursuivants n'aient descendu la rue parallèle. Ma seconde réflexion fut moins rassurante. Puisqu'il prenait une autre rue, il était clair qu'il ne suivait pas directement mes traces. Il ne m'avait pas vu, mais obéissait à un plan général conçu pour empêcher ma fuite, ce qui signifiait que toutes les routes partant d'Innsmouth étaient également surveillées, car les habitants n'avaient pu savoir quelle voie je comptais emprunter. Dans ce cas, il me faudrait battre en retraite à travers la campagne, en évitant toutes les routes. Mais comment faire dans cette région entièrement marécageuse et sillonnée de cours d'eau? J'eus un moment le vertige, à la fois de désespoir et à cause d'une brusque recrudescence de l'inévitable odeur de poisson. Puis je pensai à la ligne de chemin de fer abandonnée pour Rowley, dont la solide voie de terre empierrée et envahie d'herbe s'étendait encore au nord-ouest à partir de la gare en ruine, au bord de la gorge où coulait la rivière. Il restait une chance pour que les gens de la ville n'y aient pas songé. Son état d'abandon, les ronces qui l'obstruaient la rendant presque impraticable, c'était bien le chemin le moins engageant que pût choisir un fugitif. Je l'avais vu distinctement de ma fenêtre à l'hôtel, et je savais où la trouver. Le début de son parcours était malheureusement visible en grande partie depuis la route de Rowley, et des sommets de la ville elle-même, mais on pouvait peut-être passer inaperçu en rampant à travers les broussailles. De toute façon, c'était ma seule chance de salut, et je n'avais d'autre choix que de l'essayer. M'enfonçant dans le couloir de mon refuge désert, je consultai une fois de plus la carte du garçon épicier à la lueur de ma lampe électrique. Le problème immédiat était de rejoindre l'ancienne voie ferrée, et je vis alors que le plus sûr était d'aller tout droit jusqu'à Babson Street, puis à l'ouest vers Lafayette Street, en contournant sans le traverser un espace découvert comme celui que j'avais franchi, et de repartir vers le nord et l'ouest en zigzagant par les rues Lafayette, Bates, Adams et Bank. Cette dernière longeait la gorge de la rivière, pour arriver à la gare abandonnée et croulante que j'avais vue de ma fenêtre. Si j'avais choisi Babson Street, c'est que je ne voulais ni retraverser le premier espace découvert, ni commencer mon itinéraire vers l'ouest par un croisement aussi large que celui de South Street. Repartant de nouveau, je gagnai le trottoir de droite pour me glisser dans Babson Street le plus discrètement possible. Le bruit persistait dans Federal Street, et en jetant un coup d'œil derrière moi, je crus voir une lumière près du bâtiment par lequel je m'étais enfui. Impatient de quitter Washington Street, je me mis à trotter, espérant que personne ne m'observait. Presque au coin de Babson Street, je remarquai avec inquiétude qu'une des maisons était habitée, comme en témoignaient les rideaux à la fenêtre. Mais il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, et je la dépassai sans catastrophe. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous passons donc à la pause. Ah, j'ai un peu mal à la gorge, décidément. J'ai beaucoup de mal à me remettre, vocalement parlant, depuis, je dirais,
au moins 2-3 semaines, j'ai vraiment du mal à me remettre vocalement. C'est assez terrible. Faudrait peut-être que je reprenne mes exercices de chant. Mais en même temps, ça pourrait dégrader mes cordes vocales pour un temps, et en même temps, ça pourrait les échauffer, et donc les rendre plus efficaces, et donc moins douloureuses si je force dessus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à avoir pas mal de galères avec ma voix. Et du coup, merci pour le don de Beats, Mika Clark. Mika Clark qui nous dit je ne sais pas à quoi ça sert les Beats. Je dois t'avouer que je me suis renseigné 1000 fois dessus. Et qu'à chaque fois que je parle des Beats, je vais m'y re-renseigner. Parce que j'ai l'impression que ça sert à peu près à rien. Mais grosso modo, si j'ai bien compris, il me semble que c'était le Jérôme qui m'avait expliqué ça. Grosso modo, c'est vraiment de l'argent. Donc grosso modo, à la fin du mois, les bits se transforment en argent pour mon compte qui se cumule à l'argent que je peux faire sur les publicités sur Twitch et ainsi de suite. Si j'ai bien compris, il me semble. Je dis peut-être totalement de la merde là pour le coup. En tout cas, apparemment, t'as l'air d'avoir su récupérer la vidéo, Mika, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et Jumpy nous a quittés, c'est ça, oui, elle était fatiguée, elle est partie. Donc merci Jumpy d'être passé, et bonne écoute à toi quand tu repasseras par la rediff. Oui, de toute façon, Mika Clark, de toute manière, je te dis merci parce que peu importe ce que ça fait, ça me soutient forcément. Donc t'en fais pas, quand je dis ça sert à rien, c'est pas que ça sert à rien, c'est juste que entre un don et un bits, au final, je vois pas trop la différence. Pour moi, c'est un peu un don caché sous une image, quoi, un petit peu. Enfin ouais. C'est comme si c'était un don sous forme d'autocollant. C'est bizarre, tu vois, mais c'est un peu ça, je pense. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je regarde et à chaque fois, je suis en mode, je ne comprends rien, je sais pas à quoi ça correspond exactement. Faudrait que je mette un mot définitif là-dessus, ça serait bien quand même, ça serait bien quand même. Et du coup, oui, je suis d'accord avec toi, Mika. Ce livre est genre beaucoup trop bien, exactement. Je continue à adorer et à trouver que c'est, je pense, l'une de mes nouvelles favorites de Lovecraft. Je pense que pour le moment, elle est encore au coude à coude. Elle est encore au coude à coude dans le top 2 du coup, avec La couleur tombée du ciel. Mais je pense qu'elle peut vraiment passer devant, ça va dépendre un petit peu. En gros, je trouve que... En fait, je trouve que ce chapitre était cool. Mais je me dis que ça aurait peut-être pu prendre un chouïa moins de temps que 20 pages. Je sais pas trop. En même temps, je trouve ça très cool, parce que de prendre le temps comme ça aussi, ça permet d'instaurer une ambiance au petit à petit, au fur et à mesure, voilà. Donc au final, pourquoi pas non plus, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. De toute manière, de manière globale, je trouve ce chapitre très qualitatif. Et c'est marrant parce que pendant la lecture, je me suis dit... En fait, voilà, je me suis dit les choses dans cet ordre-là, parce que oui, pendant la lecture, je pense en même temps à plein de choses. Et en général, ce à quoi je pense, j'essaie de vous le restituer dans les pauses. Mais je me suis dit, putain, ça serait trop cool ça comme scène de jeu de rôle. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, en fait, c'est logique que l'univers Cthulhu, parce que oui, je veux pas dire l'univers Lovecraft, parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus l'univers Cthulhu. Donc disons que c'est une partie de l'œuvre de Lovecraft majeure, mais voilà. Je pense que l'univers... je trouve tout à fait logique que l'univers Cthulhu soit un univers de jeu de rôle si apprécié, si développé, et qui fonctionne si bien. Parce que vraiment, comme je vous le dis, en lisant, à un moment, il y a une scène où je me suis dit, putain, ce serait génial ça dans un jeu de rôle. Et en fait, après, je me suis dit, bah ouais, c'est logique. Ça existe en jeu de rôle parce que ça s'y prête bien. La scène à laquelle je pensais sur ce point, c'était justement la scène où il était enfermé dans sa chambre, et où il s'est enfermé des trois côtés, et où les bruits sont venus du couloir, puis de la chambre de droite, puis de la chambre de gauche, puis quand il se déplace, tout le monde le suit, etc. Ça a quelque chose de si oppressant. Je trouve ça génial, et je trouve qu'en montée de tension, c'est incroyablement bien travaillé, incroyablement bien structuré. De toute manière, là, vraiment, on a une maestria sur la tension et sur l'horreur, je trouve, avec cette nouvelle. Il y a tout qui monte petit à petit, le fait qu'il voit plein d'indices
il voit plein d'indices tout le temps, constamment, et limite, depuis le début, il connaît ces indices, puisque depuis le début, il a repéré les choses qui le font tiquer. Depuis le début, il a repéré les bruits gutturaux, chelous, qui ne ressemblent pas à des voix, et ça, il le répète très fréquemment dans la lecture, de plus en plus, et avec de plus en plus d'affirmations, il va répéter « Décidément, c'est pas des voix anglaises », et ainsi de suite, et ainsi de suite. La même chose avec la tiare, la même chose avec des formes, pardon, la même chose avec l'odeur de poisson, puisque bon, je vous rappelle que notre cher Zadok nous a parlé d'hommes batraciens, d'hommes poissons, donc du coup, on peut supposer que cette mer qui n'était pas vide, mais qui fourmillait de tout un tas de têtes et de bras, bah on peut supposer du coup que ce sont les hommes poissons, et que l'odeur de poisson qui devient encore et toujours plus forte, bah c'est tout simplement une manière aussi stylistique de graduer la progression du mal vers notre narrateur. Donc en vrai, je trouve qu'en termes de build-up, en fait c'est ça, en termes de setup et de build-up, c'est hyper bien foutu, c'est une leçon ce chapitre 4, et encore il n'est pas encore fini, mais c'est une leçon qui pourrait vraiment être utilisée, bien sûr pour s'inspirer pour des films, pour des séries, pour des œuvres littéraires, etc. Mais je trouve pour un jeu de rôle en particulier, ça marcherait très très bien. Un jeu de rôle horrifique, ça marcherait très très bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que le personnage lui-même, comme quoi ça vient pas de nulle part, le personnage lui-même dit quelque chose que beaucoup de gens disent de l'univers Cthulhu en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le personnage dit à peu près j'ai compris que ça servait à rien de me défendre, que ça servait à rien d'attaquer, etc. Je sais plus exactement tout ce qu'il dit. Mais grosso modo, il fait une énumération, il dit j'ai compris que ça servait à rien d'affronter le problème d'affronter le problème de front, pardon, et que tout ce qui pouvait servir était la fuite. Et c'est quelque chose qu'on dit très souvent, très très souvent par rapport aux jeux de rôle dans l'univers Cthulhu. C'est le fait que les menaces sont si grandes, dépassent tellement la compréhension humaine, l'esprit humain, que du coup, elles sont d'une dangerosité telle que la seule solution contre elles est la fuite, et non pas le combat ou l'affrontement ou quoi que ce soit. La seule solution, c'est se barrer. Et ça, je trouve ça génialissime comme principe. C'est un truc de jeu de rôle que j'ai pas fait souvent. J'ai fait un peu de session horreur qui, je pense, devait être un petit peu dans une ambiance Lovecraftienne malgré tout, parce que Lovecraft se place aussi en modèle, je vais dire, universel, entre guillemets. En tout cas, il a marqué clairement l'écriture et l'imaginaire collectif. Donc je pense que consciemment, ou même plutôt inconsciemment, il y a un peu de Lovecraft dans beaucoup d'œuvres, et potentiellement je me suis inspiré de Lovecraft sans y faire gaffe pour des jeux de rôle, pour des créations de scénarios. Mais c'est vrai que j'ai fait quelques scénarios d'horreur, et que je les ai beaucoup kiffés, et que là, la scène particulièrement que j'ai décrite, je me dis putain, je veux trop la mettre dans un scénar. Je veux trop la mettre dans un scénar, ça rend si bien. Ça donne vraiment envie. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de travailler sur un jeu de rôle, et il y a un peu ce concept-là. Je vais pas dire que c'est de l'horreur, mais il y a un peu ce concept-là de menace si grande que peut-être que la bonne solution, c'est pas de l'affronter. Donc ça me fait marrer, et c'est marrant aussi justement à quel point... Enfin bon, là je pars totalement, je divague totalement, c'est plus du tout du Lovecraft, mais c'est hallucinant, je trouve, de voir le nombre de sources qu'on peut avoir à une inspiration sans qu'on s'en rende forcément compte. Je trouve ça quand même je trouve ça fascinant à chaque fois de me dire, quand j'ai une idée, de me dire, et parfois de m'en rendre compte longtemps après, et de me dire putain mais oui, en fait j'ai eu cette idée parce que quand j'étais jeune, j'ai joué à tel jeu, j'ai lu tel livre, j'ai regardé tel film, j'ai écouté telle chanson. Je trouve ça vraiment fou, la manière dont fonctionne le cerveau pour mixer des idées et mixer des traits
de tout un tas d'œuvres différentes, de tout un tas de sources différentes pour créer quelque chose de nouveau. Enfin, je trouve ça assez incroyable, l'inspiration, le cerveau, l'art de manière générale. Bref, je trouve ça fort. C'est ma scène préférée, c'est celle qui m'a fait bien plonger dans la lecture. Oui, et oui, bah, je pense que c'est vraiment la scène qui a été vraiment forte dans ce chapitre 4, mais je n'ai pas terminé ce chapitre 4. On a encore 10 pages de chapitre 4, puis 10 pages de chapitre 5, que je vais lire d'une traite. Donc je vais reprendre la lecture jusqu'à l'outro, les amis. Et je le reprécise, mais donc du coup, on est d'accord que là, on va prendre la suite du chapitre 4, si on peut dire chapitre. Comme ça, vous savez que la découpe qui a été faite ici, c'est moi qui l'ai faite, c'est pas le texte. Je vais juste dire une petite phrase pour pouvoir faire un timecode précis à la rediffusion. Et du coup, je relirai la phrase précédente pour pouvoir faire facilement le lien de l'un à l'autre, je pense. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et du coup, je te souhaite une bonne écoute, Mika Clark. Bonne écoute, le bosquet de Kain, si tu es toujours là. Ah Chevroski. Donc, déjà, bonsoir, Chevroski, bienvenue parmi nous. Chevroski qui me demande, je viens d'arriver, tu peux faire une petite explication du livre. Ça va être très compliqué, Chevroski, de te refaire une explication, dans le sens où ça va me reprendre 10 minutes, alors que malheureusement, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc, ce que je t'invite à faire, si vraiment tu veux être au courant, si vraiment tu veux suivre la lecture, c'est peut-être de revoir la rediffusion. Il y en a une qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Tu la trouveras sous la playlist Et si on lisait le cauchemar d'Innsmouth. Et sinon, la rediffusion du live d'aujourd'hui sera sur YouTube dans 2 jours. Malheureusement, désolé Chevroski, je peux pas prendre le temps de réexpliquer toute l'histoire à chaque fois que quelqu'un se connecterait, sinon je ferais que ça de mes lives. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te proposer. Et puis éventuellement, si tu veux une histoire à prendre de zéro, qui n'aura pas été entamée, etc., bah, je t'invite vendredi à 21h à me rejoindre pour la lecture de la nouvelle La Maison de la Sorcière, que je lirai intégralement vendredi, à partir de 21h. Bref, bonne écoute Mika Clark, bonne écoute le bosquet de Kain, bonne écoute Chevroski si tu restes malgré tout parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro. Le cauchemar d'Innsmouth, suite. Presque au coin de Babson Street, je remarquai avec inquiétude qu'une des maisons était habitée, comme en témoignaient les rideaux à la fenêtre. Mais il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, et je la dépassai sans catastrophe. Dans Babson Street, qui coupait Federal Street et pouvait donc me révéler aux patrouilleurs, je rasai les murs des immeubles inégaux et affaissés, m'arrêtant 2 fois dans une entrée car la rumeur derrière moi s'amplifiait par moments. Devant, l'espace découvert brillait sous la lune, vaste et désert, mais mon itinéraire ne m'obligeait pas à l'affronter. Lors de ma seconde pause, je discernai une nouvelle répartition des bruits confus. Ayant risqué un regard prudent hors de mon abri, je vis une automobile franchir le carrefour à toute vitesse et remonter Elliott Street, qui à cet endroit coupe à la fois les rues Babson et Lafayette. Pendant que je guettais, suffoqué par une nouvelle vague de l'odeur de poisson, après une courte accalmie, j'aperçus une troupe de formes grossières et ramassées qui allaient dans la même direction à pas traînants ou bondissants. Je compris qu'elle devait être chargée de surveiller la route d'Ipswich, qui est un prolongement d'Elliott Street. 2 de ces silhouettes portaient des robes volumineuses, et l'une d'elles un diadème pointu qui miroitait, blanc sous la lune. Sa démarche était si bizarre qu'elle me donna le frisson, car il me sembla qu'elle sautillait. Je repris ma route dès que la dernière silhouette fut hors de vue, me précipitai pour tourner au coin dans Lafayette Street et traverser Elliott Street en toute hâte de peur d'y trouver encore des traînards du groupe. J'entendis un vacarme et des coassements au loin du côté de la Grand Place, mais je passai sans encombre. Je redoutais plus que tout de retraverser la large South Street toute baignée de lune, avec sa perspective sur la mer, et je dus m'armer de courage pour en venir à bout. Quelqu'un pouvait fort bien m'observer, et s'il restait des attardés dans Elliott Street, il ne manquerait pas de m'apercevoir d'un côté ou de l'autre. Au dernier moment, je jugeai qu'il valait mieux ralentir ma course et franchir l'obstacle, comme auparavant,
de la démarche traînante d'une bonne partie des indigènes d'Innsmouth. Lorsque la mer apparut de nouveau, à ma droite cette fois, j'étais à peu près décidé à ne pas la regarder du tout. Mais je ne pus résister. Je jetai un coup d'œil de côté en avançant de mon pas emprunté vers des ombres protectrices. Pas de navire en vue, comme je m'y attendais plus ou moins. La première chose qui me sauta aux yeux fut un petit canot qui se dirigeait vers les quais abandonnés, chargé d'un objet volumineux, recouvert d'une bâche. Ainsi entrevu, même de loin, ces rameurs semblaient particulièrement repoussants. Il y avait encore plusieurs nageurs, et sur le lointain récif noir, une faible lueur immobile, différente du signal clignotant vu précédemment, et d'une couleur singulière que je ne pouvais identifier. Devant moi, à droite, au-dessus des toits en pente, se dessinait le haut belvédère de l'hôtel Gilman, mais il était complètement sombre. L'odeur de poisson, dissipée un moment par une brise bienfaisante, revenait maintenant avec une insupportable virulence. Je n'avais pas atteint l'autre côté de la rue quand j'entendis, venant du nord, une bande qui descendait Washington Street en grondant. Comme ils atteignaient le large carrefour où m'avait saisi la première fois le spectacle de la mer sous la lune, je les vis distinctement à quelques maisons de distance, et je fus horrifié des déformations bestiales de leur visage et de leur allure ramassée de sous-humanité canine. Un homme marchait absolument comme un singe, ses longs bras touchant fréquemment le sol, tandis qu'un autre, en robe et tiare, avait l'air d'avancer à cloche-pied. C'était bien, pensais-je, ce que j'avais vu dans la cour du Gilman, et qui par conséquent devait suivre ma piste de plus près. Voyant certaines silhouettes se retourner pour regarder dans ma direction, je fus pétrifié de terreur et je réussis pourtant à garder avec naturel le pas traînant que j'avais adopté. Aujourd'hui encore, j'ignore s'ils me virent ou non. Si oui, mon stratagème dut les tromper, car ils traversèrent le carrefour baigné de lune sans infléchir leur parcours, toujours coassant et jacassant dans un détestable jargon guttural qui ne me rappelait rien de connu. Revenu dans l'ombre, je repris mon petit trot paisible le long des maisons penchées et décrépies qui ouvraient sur la nuit leurs yeux vides. Ayant gagné le trottoir ouest, je pris au premier tournant Bates Street, où je serrai de près les bâtiments du côté sud. Je dépassai deux maisons qui paraissaient habitées, l'une faiblement éclairée à l'étage supérieur, mais je ne rencontrai pas d'obstacle. Arrivé dans Adam Street, je me sentis beaucoup plus en sécurité, et ce fut un choc quand un homme sortit en titubant d'une entrée obscure, juste en face de moi. Heureusement, il était beaucoup trop ivre pour être une menace. Je parvins donc sain et sauf aux lugubres ruines des entrepôts de Bank Street. Rien ne bougeait dans cette rue morte près de la gorge de la rivière, et le grondement des chutes couvrait le bruit de mes pas. Il y avait encore une trotte jusqu'à l'ancienne gare, et les grands murs de briques des entrepôts autour de moi semblaient, je ne sais pourquoi, plus effrayants que les façades des maisons privées. Je vis enfin le vieux bâtiment à arcades, ou ce qui en restait, et me dirigeai aussitôt vers les rails qui partaient de l'autre extrémité de la gare. Ils étaient intacts sous la rouille, et la moitié à peine des travers avait pourri. Il était très difficile de marcher ou de courir sur une surface pareille, mais je fis de mon mieux, et parvins dans l'ensemble à une allure convenable. Sur une certaine distance, la ligne longeait le bord de la gorge, puis je finis par atteindre le long pont couvert, où elle franchissait l'abîme à une hauteur vertigineuse. L'état de ce pont déterminerait mon étape suivante. Si c'était humainement possible, je l'utiliserais. Sinon, je risquais d'errer encore dans les rues à la recherche de la plus proche passerelle praticable. La grande étendue du vieux pont, qui rappelait une grange, baignait dans le clair de lune spectrale, et je vis que les traverses étaient saines à l'intérieur, au moins sur quelques pieds. Y pénétrant, j'allumai ma lampe électrique, et je faillis être renversé par une nuée de chauves-souris qui me dépassèrent en battant des ailes. Arrivé à mi-chemin, je craignis d'être arrêté par une brèche dangereuse, mais finalement je risquai un saut désespéré qui, heureusement, réussit. Je fus heureux de revoir la lune en sortant du sinistre tunnel. La vieille ligne traversait River Street, au niveau du sol, puis tournait dans une région de plus en plus rurale où l'abominable odeur de poisson d'Innsmouth se faisait de moins en moins sentir. Là, l'épaisseur des mauvaises herbes et des ronces me retarda et déchira cruellement mes vêtements, mais je ne m'en plaignis pas car elle m'assurait une protection en cas de danger. Je savais que la plus grande partie de mon parcours était visible depuis la route de Rowley. Vinrent très vite les terres marécageuses où passait l'unique voie sur un remblai herbeux aux plantes folles plus clairsemées. Puis une sorte d'île plus élevée que la ligne franchissait dans une tranchée peu profonde, obstruée de ronces et de buissons. Je fus heureux de cet abri momentané,
sachant la route de Rowley terriblement proche, comme je l'avais vue de ma fenêtre. Au bout de la tranchée, elle coupait la voie pour s'en éloigner à bonne distance. En attendant, il me fallait être extrêmement prudent. J'avais acquis maintenant l'heureuse certitude que la voie elle-même n'était pas surveillée. Avant d'aborder la tranchée, je jetai un coup d'œil derrière moi et n'aperçus aucun poursuivant. Les vieux clochers et les toits de la croulante Innsmouth luisaient, éthérés et pleins de charme sous la lune jaune magicienne, et je songeais à ce qu'ils avaient dû être autrefois avant d'être gagnés par les ténèbres. Puis, comme mon regard s'écartait de la ville vers l'intérieur des terres, un spectacle moins paisible attira mon attention et me tint immobile un instant. Ce que je vis, ou crus voir, c'était l'inquiétante impression d'un mouvement sinueux, loin vers le sud, qui me donna à penser qu'une immense troupe pouvait se déverser hors de la cité sur la route d'Ipswich. La distance était grande, et je ne distinguais aucun détail, mais cette colonne mouvante me fit horreur. Elle serpentait trop et brillait d'un éclat trop vif sous les rayons de la lune qui maintenant déclinait à l'ouest. On devinait un bruit, aussi, bien que le vent soufflât en sens contraire, comme un grattement bestial et un mugissement pire que le grognement des hordes que j'avais surprises récemment. Toutes sortes d'hypothèses déplaisantes me traversèrent l'esprit. Je pensais à ces cas extrêmes d'Innsmouth qu'on cachait, disait-on, dans les vieilles tanières croulantes proches du port. Je songeais encore aux nageurs innommables que j'avais entrevus. Si je comptais les groupes aperçus jusqu'ici, et ceux qui surveillaient sans doute les autres routes, mes poursuivants étaient singulièrement nombreux pour une ville aussi dépeuplée qu'Innsmouth. D'où pouvait venir l'effectif considérable de cette colonne lointaine? Ces antiques labyrinthes non explorés fourmillaient-ils d'une vie monstrueuse non répertoriée, insoupçonnée? Ou quelque navire invisible avait-il réellement débarqué une légion d'étrangers inconnus sur ce récif infernal? Qui était-il? Pourquoi était-il là? Si une troupe pareille gardait la route d'Ipswich, les patrouilles sur les autres routes avaient-elles aussi été renforcées? Je m'étais engagé dans la tranchée broussailleuse, et je me frayais lentement un chemin lorsque cette maudite odeur de poisson s'imposa de nouveau. Le vent avait-il brusquement tourné à l'est, et soufflait-il de la mer en passant sur la ville? Sans doute, puisque je commençais à entendre d'affreux murmures gutturaux venant de ce côté jusqu'alors silencieux. Un autre son aussi, une espèce d'énorme sautillement ou trottinement mou, qui me rappelait les plus détestables images, me fit penser contre toute logique à cette colonne odieusement ondulante, là-bas, sur la route d'Ipswich. Alors la puanteur et les bruits grandirent ensemble, au point que je m'arrêtai en tremblant, me félicitant de la protection de la tranchée. C'était là, en effet, que la route de Rowley passait au plus près de la vieille voie avant de la traverser et de s'éloigner vers l'ouest. Quelque chose approchait sur cette route, et il me faudrait faire le mort jusqu'à ce que cela passe et disparaisse au loin. Dieu merci, ces créatures n'employaient pas de chiens pour la traque. Peut-être aurait-elle été impossible avec l'odeur de poisson qui régnait dans les parages. Blotti dans les buissons de la brèche sablonneuse, je me sentais à peu près en sécurité, tout en sachant que les patrouilleurs allaient traverser la voie à 100 yards à peine devant moi. Je pourrais les voir, mais eux, à moins d'un miracle diabolique, ne soupçonneraient pas ma présence. Brusquement, je fus pris de crainte à l'idée de les regarder passer. Devant ce lieu tout proche, éclairé par la lune où ils allaient déferler, il me vint l'idée singulière qu'ils seraient irrémédiablement pollués. Ce seraient peut-être les pires de tous les anormaux d'Innsmouth, qui auraient envie de se rappeler une chose pareille. La puanteur devenait atroce, et les bruits s'enflaient en un vacarme bestial de coassements, d'aboiements et de hurlements sans le moindre rapport avec la parole humaine. Était-ce vraiment la voix de mes persécuteurs? Avaient-ils des chiens, après tout? Pourtant je n'avais vu à Innsmouth aucun de ces animaux inférieurs. Ces sauts mous ou ces tapotements étaient monstrueux. Je ne supportais pas la vue des créatures dégénérées qui les produisaient. Je garderais les yeux fermés tant qu'elles n'auraient pas disparu vers l'ouest. La horde était tout près maintenant. Elle infectait l'air de ses rocs grognements. Le sol tremblait presque au rythme étranger de sa marche. J'en perdais le souffle, et je fis appel à toutes les ressources de ma volonté pour tenir mes paupières baissées. Aujourd'hui encore, je ne saurais dire si ce qui suivit fut une hideuse réalité ou une hallucination de cauchemar. L'action du gouvernement, à la suite de mes appels frénétiques, tendrait à confirmer la monstrueuse vérité. Mais une hallucination n'a-t-elle pu se répéter sous l'influence quasi hypnotique de cette vieille ville hantée et maudite? De tels lieux ont d'étranges vertus,
et l'héritage de légendes démentes pourrait bien avoir affecté plus d'une imagination humaine parmi ces rues mortes et empestées, ces rangs serrés de toits pourrissants et de clochers croulants. N'était-il pas possible que le germe d'une véritable folie contagieuse se cache dans les profondeurs de cette ombre qui plane sur Innsmouth? Qui peut être sûr de la réalité après avoir entendu des histoires comme celle du vieux Zadok Allen? Les envoyés du gouvernement n'ont jamais retrouvé le pauvre Zadok et n'ont aucune idée de ce qu'il a bien pu devenir. Où finit la folie? Où commence la réalité? Ma toute dernière crainte elle-même ne serait-elle qu'une illusion? Mais il faut que j'essaie de raconter ce que je crus voir cette nuit-là, sous l'ironique lune jaune. Ce que je vis déferler en sautillant sur la route de Rowley, en plein devant moi, tandis que je me blottissais dans les ronces sauvages de cette tranchée du chemin de fer abandonné. Naturellement, ma résolution de garder les yeux fermés avait échoué. C'était à prévoir. Qui aurait pu se tapir en aveugle pendant qu'une légion de monstres aboyants et coassants, venus d'on ne sait où, clopignait ignoblement 100 yards plus loin? Je me croyais prêt au pire, et j'aurais dû l'être, étant donné tout ce que j'avais déjà vu. Mes autres poursuivants abominablement déformés ne devaient-ils pas me préparer à affronter un redoublement de monstruosité, à considérer les formes qui n'auraient plus rien de normal? Je n'ouvris les yeux que lorsque la rauque clameur éclata manifestement juste en face de moi. Je compris alors qu'une partie importante de la troupe se trouvait bien en vue là où les flancs de la tranchée s'abaissaient pour laisser la route traverser la voie, et je ne pus m'empêcher plus longtemps de découvrir quelle horreur avait à m'offrir cette lune jaune et provocante. Ce fut la fin, pour ce qui me resta à vivre sur cette terre, de toute paix, de toute confiance en l'intégrité de la nature et de l'esprit humain. Rien de ce que j'avais pu imaginer, même en ajoutant foi mot pour mot au récit dément du vieux Zadok, n'était en aucune façon comparable à la réalité démoniaque, impie, que je vis ou que je crus voir. J'ai tenté de suggérer ce qu'elle était pour différer l'horreur de l'écrire sans détour. Se peut-il que cette planète ait vraiment engendré semblable créature? Que des yeux humains aient vu en chair et en os ce que l'homme n'a connu jusqu'ici que dans les fantasmes de la fièvre et les légendes sans consistance? Pourtant, je les vis en un flot ininterrompu, clopinant, sautillant, coassant, chevrotant. Ou l'inhumaine sous le clair de lune spectrale, malfaisante sarabande d'un fantastique cauchemar. Certains étaient coiffés de hautes tiares faites de cette espèce d'or blanchâtre inconnu, d'autres vêtus d'étranges robes, et l'un, qui ouvrait la marche, portait une veste noire épouvantablement bossue, un pantalon rayé et un feutre perché sur la chose informe qui lui servait de tête. Je crois que leur couleur dominante était un vert grisâtre, mais ils avaient le ventre blanc. Ils semblaient en général luisants et lisses, à part une échine écailleuse. Leur forme rappelait l'anthropoïde, avec une tête de poisson aux yeux prodigieusement saillants qui ne se fermaient jamais. De chaque côté du cou palpitaient des ouïes, et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur 2 pattes, tantôt sur 4. Je fus plutôt soulagé qu'ils n'aient pas plus de 4 membres. Leur voix, qui tenait du coassement et de l'aboi, et qui servait évidemment de langage articulé, prenait toutes les sombres nuances de l'expression dont leur face immobile était privée. À part leur monstruosité, ils ne m'étaient pas inconnus. Je ne le savais que trop. Le souvenir de la funeste tiare de Newburyport n'était-il pas encore présent? C'étaient là les maudits poissons-grenouilles du motif indescriptible, horribles et bien vivants. Et les voyant, je comprenais aussi ce que m'avait rappelé si effroyablement le prêtre voûté avec sa tiare dans la sombre crypte de l'église. Combien étaient-ils? Il me semblait qu'il y en avait des nuées. Encore mon coup d'œil rapide n'avait-il pu m'en montrer qu'une toute petite partie. Un instant plus tard, tout s'effaçait dans un miséricordieux évanouissement, le premier de ma vie. « 5. Ce fut une douce pluie qui me réveilla en plein jour de ma léthargie dans les broussailles de la tranchée, et quand je gagnai la route en chancelant, je ne vis pas trace de pas dans la boue fraîche. L'odeur de poisson aussi avait disparu. Les toits en ruine d'Innsmouth et ses clochers effondrés se dessinaient en gris vers le sud-est, mais je n'aperçus pas un seul être vivant dans l'étendue désolée des marécages salés d'alentour. Ma montre, qui marchait encore,
m'apprit qu'il était plus de midi. La réalité de ce que j'avais vécu était extrêmement douteuse dans mon esprit, mais je sentais au fond de tout cela comme une présence hideuse. Il me fallait échapper à cette ville maudite, et je commençais à mettre à l'épreuve mes facultés de locomotion, plutôt lasses et engourdies. Malgré la faiblesse, la faim, l'horreur et l'hébétude, je me trouvais au bout d'un certain temps capable de marcher. Je m'acheminais donc lentement sur la route de Rowley. Avant le soir, j'étais au village, où je pus enfin dîner, et me procurer des vêtements convenables. Je pris le train de nuit pour Arkham, et le lendemain je m'entretins longuement et sérieusement avec les autorités. Je fis de même un peu plus tard à Boston. Le public connaît bien à présent le résultat de ces conversations, et je souhaite, pour la sauvegarde de la normalité, qu'il n'y ait plus rien à ajouter. Peut-être est-ce la folie qui me saisit, à moins qu'une horreur plus grande ou une plus grande merveille ne me soit réservée. Comme on peut l'imaginer, je renonçai à presque tout ce que j'avais prévu pour le reste de mon voyage. Les passe-temps du tourisme, de l'architecture et de l'étude du passé dont j'attendais tant de plaisir. Je n'osais pas même aller voir l'étrange ouvrage de bijouterie conservé, disait-on, au musée de l'université de Miskatonic. Je profitai cependant de mon séjour à Arkham pour prendre quelques notes généalogiques que je désirais avoir depuis longtemps. Documents hâtifs et non élaborés, il est vrai, mais qui pourraient m'être utiles plus tard quand j'aurai le temps de les collationner et de les ordonner. Le conservateur de la société historique locale, Mr. Elafam Peabody, m'aida très aimablement, et manifesta un exceptionnel intérêt en apprenant que j'étais le petit-fils d'Eliza Horne d'Arkham, né en 1867, et qui avait épousé James Williamson d'Ohio à l'âge de 17 ans. Il se trouvait que l'un de mes oncles maternels était venu bien des années auparavant pour une recherche analogue à la mienne, et que la famille de ma grand-mère était dans le pays l'objet d'une certaine curiosité. Il y avait eu, disait M. Peabody, de grandes discussions autour du mariage de son père, Benjamin Horne, aussitôt après la guerre civile, car la parenté de la jeune épouse était singulièrement mystérieuse. On la croyait orpheline d'un Marsh du New Hampshire, un cousin des Marsh du comté d'Essex. Mais elle avait été élevée en France et ignorait presque tout de sa famille. Un tuteur avait déposé des fonds dans une banque de Boston pour son entretien et celui de sa gouvernante française. Mais ce tuteur, dont le nom n'était pas familier aux gens d'Arkham, avait fini par disparaître, si bien que la gouvernante assuma son rôle par décision du tribunal. La Française, morte à présent depuis longtemps, était très taciturne, et d'aucuns prétendaient qu'elle aurait pu en dire bien davantage. Mais le plus déconcertant, c'est que personne ne pouvait situer les prétendus parents de la jeune femme, Enoch et Lydia Meserve Marsh, parmi les familles connues du New Hampshire. Beaucoup insinuaient qu'elle était peut-être la fille naturelle de quelque Marsh haut placé. Elle avait assurément les yeux des Marsh. On se posa surtout des questions après sa mort prématurée, qui survint à la naissance de ma grand-mère, son unique enfant. Des impressions pénibles s'étant associées pour moi au nom de Marsh, je n'admis pas volontiers qu'il figure dans mon propre arbre généalogique, et je n'aimais pas non plus entendre M. Peabody suggérer que j'avais moi aussi les yeux des Marsh. Je lui fus néanmoins reconnaissant pour ces documents qui, je le savais, me seraient précieux. Et je pris d'abondantes notes et des listes de livres de référence concernant la famille Horne aux riches archives. De Boston, je rentrai directement chez moi à Toledo, et passai plus tard un mois à Maumee pour me remettre de mes épreuves. En septembre, je commençai à l'université d'Oberlin, ma dernière année d'études, et jusqu'en juin je me consacrai à mon travail et à d'autres occupations salutaires, ne songeant plus à ma terreur passée que lors des visites de certains fonctionnaires ayant trait à la campagne qu'avaient suscité mes appels et mon témoignage. Vers la mi-juillet, un an exactement après l'aventure d'Innsmouth, je passai une semaine à Cleveland, dans la famille de ma défunte mère. J'y confrontai mes nouveaux renseignements généalogiques avec les diverses notes, traditions et fragments de souvenirs familiaux qui s'y trouvaient, pour essayer d'en édifier un tableau cohérent. Cette tâche ne me plut guère, car l'ambiance, chez les Williamson, m'avait toujours déprimé. On y sentait une tension morbide, et dans mon enfance, ma mère ne m'avait jamais encouragé à voir ses parents, bien qu'elle fût toujours heureuse de recevoir son père quand il venait à Toledo. Ma grand-mère d'Arkham me paraissait étrange, presque terrifiante, et je ne crois pas l'avoir regrettée lorsqu'elle disparut. J'avais alors 8 ans, et l'on disait qu'elle était morte de chagrin après le suicide de mon oncle Douglas, son fils aîné. Il s'était tiré un coup de revolver à son retour d'une visite en Nouvelle-Angleterre, celle-là même, certainement, qui avait laissé son souvenir à la Société historique d'Arkham. Cet oncle ressemblait
ressemblait à sa mère, et je ne l'avais jamais aimée non plus. Je ne sais quoi dans leur expression figée, sans un battement de cils, me causait un vague malaise, inexplicable. Ma mère et mon oncle Walter ne leur ressemblaient pas. Ils tenaient de leur père, bien que mon pauvre petit cousin Lawrence, le fils de Walter, ait été la vivante image de sa grand-mère jusqu'au jour où il fallut l'interner à vie dans une maison de santé de Canton. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans, mais mon oncle laissait entendre que son état, autant mental que physique, était déplorable. Ce souci avait été probablement la cause majeure de la mort de sa mère 2 ans auparavant. Mon grand-père et Walter, son fils veuf, vivaient seuls à présent dans la maison de Cleveland, mais les souvenirs d'autrefois y restaient pesants. Elle me déplaisait toujours et je m'efforçais de mener mes recherches le plus rapidement possible. Mon grand-père me fournit en abondance récits et traditions sur les Williamson. Pour les Horn, j'eus recours à mon oncle Walter, qui mit à ma disposition le contenu de tous ces dossiers, y compris notes, lettres, coupures de presse, souvenirs de famille, photographies et miniatures. Ce fut en parcourant les lettres et les portraits du côté Horn que je me mis à éprouver une sorte de terreur de ma propre ascendance. Je l'ai dit, ma grand-mère et mon oncle Douglas m'avaient toujours inquiété. Maintenant, des années après leur mort, je regardais leurs effigies avec un sentiment nettement aggravé de répulsion et d'éloignement, mais peu à peu une sorte d'horrible comparaison s'imposa à mon subconscient, malgré le refus tenace de mon esprit conscient d'en admettre le moindre soupçon. De toute évidence, l'expression caractéristique de ces visages me suggérait maintenant une chose qu'ils ne sous-entendaient pas avant. Une chose qui déclencherait une folle panique si j'y pensais trop franchement. Le choc fut pire quand mon oncle me montra les bijoux des Horn, déposés dans le coffre-fort d'une banque de la ville basse. Certains étaient raffinés et évocateurs, mais il y avait un coffret de vieilles pièces étranges venant de ma mystérieuse arrière-grand-mère, et que mon oncle hésitait à montrer. Les motifs, disait-il, en étaient grotesques, presque répugnants, et à sa connaissance ils n'avaient jamais été portés en public. Mais ma grand-mère prenait plaisir à les regarder. De vagues légendes leur attribuaient des propriétaires maléfiques, et la gouvernante française de mon arrière-grand-mère disait qu'il ne fallait pas les porter en Nouvelle-Angleterre, tandis qu'en Europe, on le pouvait sans risque. En déballant les objets lentement, à contre-cœur, mon oncle me pria instamment de ne pas me laisser impressionner par la bizarrerie et souvent la hideur des dessins. Des artistes et des archéologues qui les avaient vus les jugeaient d'un travail exotique raffiné au plus haut point, mais aucun ne semblait capable d'identifier leur métal, ni de les rattacher à une tradition artistique précise. Il y avait 2 bracelets, une tiare et une sorte de pectoral. Ce dernier portait en haut relief des figures d'une extravagance presque intolérable. Pendant cette description, j'avais réussi à maîtriser mes émotions, mais mon visage devait trahir ma terreur grandissante. Mon oncle parut soucieux et s'interrompit pour m'observer. Je lui fis signe de continuer, et il s'exécuta, plus réticent que jamais. Il attendait visiblement ma réaction quand la tiare apparut la première, mais je doute qu'il ait prévu ce qui arriva. Je ne l'avais pas prévu non plus, car je me croyais tout à fait préparé à ce que seraient ces bijoux. Ce qui arriva, c'est que je m'évanouis sans mot dire, comme je l'avais fait dans cette tranchée de voie ferrée obstruée par les broussailles 1 an auparavant. Depuis ce jour, ma vie a été un cauchemar de sombres méditations et de craintes, mais je ne sais pas davantage quelle est la part de la folie et celle de la hideuse vérité. Mon arrière-grand-mère était une Manche, d'origine inconnue, dont le mari vivait à Arkham. Et le vieux Zadok n'avait-il pas dit que la fille d'Obed Manche, née d'une mère monstrueuse, avait été mariée par ruse à un homme d'Arkham? Qu'est-ce que le vieil ivrogne avait marmonné sur la ressemblance de mes yeux et de ceux du capitaine Obed? À Arkham aussi, le conservateur m'avait dit que j'avais les yeux des Manches. Obed était-il mon propre arrière-grand-père? Qui donc alors ou quoi pouvait bien être mon arrière-grand-mère? Mais peut-être tout cela n'était-il que folie? Ces parures d'or blanchâtre pouvaient avoir été achetées à un marin d'Innsmouth par le père de mon arrière-grand-mère, quel qu'il fût. Ce regard fixe dans le visage de ma grand-mère et de l'oncle suicidé pouvait n'être que pure imagination de ma part, surexcité par la malédiction d'Innsmouth qui avait si sombrement coloré mes chimères. Mais pourquoi mon oncle s'était-il tué après une recherche généalogique en Nouvelle-Angleterre? Pendant plus de 2 ans, je combattis ces réflexions avec un certain succès. Mon père me procura une situation dans une compagnie d'assurance, et je m'enterrai dans la routine le plus profondément possible. Pourtant, durant l'hiver 1930-1931, les rêves commencèrent. Ils furent d'abord très espacés et insidieux, puis de plus en plus nombreux et frappants au fil des semaines.
De grandes étendues liquides s'ouvraient devant moi, et j'errais à travers de gigantesques portiques engloutis et des labyrinthes de murs cyclopéens, envahis d'herbes en compagnie de poissons grotesques. Ensuite apparurent les autres formes, qui me remplissaient d'une horreur sans nom lorsque je m'éveillais. Mais au cours des rêves, elles ne m'inspiraient aucune crainte. J'étais des leurs. Je portais leurs ornements inhumains, je parcourais leurs routes aquatiques, et je récitais de monstrueuses prières dans leurs détestables temples du fond de la mer. J'en rêvais bien plus que je n'en pouvais retenir, mais même ce que je me rappelais chaque matin suffirait à me faire passer pour un fou ou un génie si j'osais tout écrire. Je sentais qu'une effroyable influence cherchait à m'arracher progressivement au monde raisonnable de la vie normale pour me plonger dans des abîmes innommables de ténèbres et d'inconnus. Tous ces phénomènes m'affectaient durement. Ma santé et ma physionomie se dégradèrent régulièrement, jusqu'au jour où je dus enfin renoncer à ma situation pour adopter la vie immobile et recluse d'un malade. Une bizarre affection nerveuse s'était emparée de moi, et j'étais par moments presque incapable de fermer les yeux. C'est alors que je commençai à m'examiner devant la glace avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer, mais, dans mon cas, l'altération était plus subtile et plus déconcertante. Mon père parut s'en apercevoir, lui aussi, car il se mit à me regarder curieusement, presque avec effroi. Que m'arrivait-il? Serait-il possible que j'en vienne à ressembler à ma grand-mère et à mon oncle Douglas? Une nuit, je fis un rêve terrifiant dans lequel je rencontrai mon aïeule au fond de la mer. Elle habitait un palais phosphorescent aux multiples terrasses, au jardin d'étranges coraux lépreux et de grotesques efflorescences bractéales, et elle m'accueillit avec une chaleur qui n'allait peut-être pas sans ironie. Elle avait changé, comme changent ceux qui prennent goût à l'eau, et me dit qu'elle n'était jamais morte. Bien mieux. Elle était allée en un lieu dont son fils mort avait eu connaissance, et elle avait plongé dans un royaume dont les merveilles l'attendaient lui aussi, mais qu'il avait rejeté d'un coup de pistolet. Ce serait également mon royaume. Je ne pouvais y échapper. Je ne mourrais jamais, mais je vivrais avec ceux qui existaient déjà bien avant que l'homme ne foule la terre. Je rencontrai aussi ce qui avait été sa grand-mère. Pendant 80 000 ans, Fttiarli avait vécu dans Yantley, où elle était revenue à la mort d'Aubenmanche. Yantley ne fut pas détruit quand les hommes de la surface de la terre firent exploser dans la mer leurs armes de mort. On n'a jamais pu détruire ceux des profondeurs, même si la magie paléogène des anciens oubliés a pu parfois les tenir en échec. Pour le moment, ils se reposaient. Mais quelques jours, s'ils se souvenaient, ils monteraient à nouveau prélever le tribut que le grand Cthulhu désirait ardemment. Ce serait la prochaine fois une cité plus importante qu'Innsmouth. Ils avaient projeté de s'étendre, et avaient apporté là-haut ce qui les y aiderait. Maintenant, il leur fallait attendre une fois de plus. Je devrais faire pénitence pour avoir provoqué la mort des hommes de la surface, mais la peine serait légère. Tel fut le rêve dans lequel je vis un Shoggoth pour la première fois, et ce spectacle me réveilla, hurlant d'épouvante. Ce matin-là, le miroir m'apprit irrévocablement ce que j'avais désormais, le masque d'Innsmouth. Jusqu'ici, je ne me suis pas tué comme mon oncle Douglas. J'ai acheté un pistolet automatique, et j'ai failli sauter le pas, mais certains rêves m'en ont dissuadé. Les pires degrés de l'horreur s'atténuent et je me sens étrangement attiré par les profondeurs inconnues de la mer au lieu de les craindre. J'entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil, puis je m'éveille avec une sorte d'exaltation et non plus de terreur. Je ne crois pas avoir besoin d'attendre la complète métamorphose comme la plupart l'ont fait. Sinon mon père m'enfermerait probablement dans une maison de santé de la même façon que mon pauvre petit cousin. Des splendeurs inouïes et stupéfiantes m'attendent dans ces profondeurs, et j'irai bientôt à leur recherche. Ia, Rlier, Cthulhuftagn, Ia, Ia. Non, je ne me tuerai pas. On ne peut pas m'obliger à me tuer. Je vais tout préparer pour que mon cousin s'échappe de cet asile de Campton, et nous irons ensemble à Innsmouth, dans l'ombre des prodiges. Nous nagerons jusqu'à ce récif qui médite dans la mer. Nous plongerons à travers de noirs abîmes jusqu'à la cyclopéenne Yantley, aux 1000 colonnes, dans ce repère de ceux des profondeurs, et nous y vivrons à jamais, dans l'émerveillement et la gloire. Et c'est la fin de la nouvelle, le cauchemar d'Innsmouth. Ce sera donc également la fin de ce live, les amis. Nous passons à l'outro. Waouh, 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 waouh.
C'est si bien. C'est si bien. Bonsoir Dimal, bienvenue sur le live, comment tu vas? C'est si bien, bordel. Comme quoi, il en faut peu. Hein. Il en faut peu et en même temps, c'est du génie en un sens. Il en faut peu et à la fois, bah, c'est trop fort de... C'est trop fort de réussir à faire vivre autant d'émotions en disant si peu de choses, en si peu de mots, en si peu d'actions. L'ambiance de tension, ouais, de tension horrifique était incroyable tout du long, avec cette espèce de course-poursuite durant tout le chapitre 4, qui se termine sur un blackout total, enfin sur un blackout total, en tout cas sur un évanouissement. Et du coup derrière le chapitre 5 qui vient clore tout ça d'une manière assez inenvisagée, en tout cas avant le chapitre 5, parce que dans le chapitre 5 je trouve qu'on va très vite à comprendre là où ça semble aller. Mais justement c'est un truc qui marche très très bien je trouve chez Lovecraft et qui est souvent utilisé dans sa structure d'histoire. C'est ce principe de narrateur conscient. C'est ce principe de narrateur qui commence l'histoire en vous disant j'ai une histoire, vous allez pas me croire, je vais tout vous raconter, etc. etc. Et voilà, c'est souvent un narrateur qui raconte rétrospectivement une histoire, et donc qui est très conscient de ce qui lui arrive, et du fait que ça soit bizarre, etc. etc. En fait, il est conscient de tous les... En fait, c'est ça qui est fort, c'est qu'il est souvent conscient de tous les éléments étranges, et qu'à la fois, il est tellement horrifié, il a tellement une angoisse vis-à-vis de ces éléments, qu'il ne veut pas s'avouer qu'ils existent, qu'il ne veut pas s'avouer la vérité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez Lovecraft et qui est très cool. Et là, en plus, à la toute fin, cette généalogie morbide, ça c'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup chez Lovecraft pour le coup. Une espèce de sorte de malédiction, une espèce de généalogie, comme si toute une famille était pourrie, maudite, etc. Ça arrive souvent. Et enfin, il me semble. Et ce truc-là de finir sur le fait que il fasse partie de ces monstres. Et surtout, je trouve, le changement, le virage quasi à 90 degrés sur les 2-3 dernières pages, qui du coup nous fait l'évolution du narrateur, non plus sur un récit du passé, mais sur un discours présent, sur une narration présente. Ça, je trouve ça hyper bien pensé. Et ça se fait tellement d'un coup. Je sais pas, ça prend en fait. Ça prend totalement, je trouve. Ça prend d'un seul coup avec tout un tas d'infos jetées comme ça à la volée. Hyper généreux en infos et à la fois hyper énigmatique. Ce narrateur qui passe d'être effrayé, d'être apeuré le plus possible à d'un seul coup. Ok, j'embrasse ma destinée de monstre. Je veux aller dans la mer. Je veux rejoindre cette grande cité de Yantley. Je veux rejoindre ceux des profondeurs. Je veux prélever le tribut pour le grand Cthulhu. Je veux prendre part à tous ces rites macabres, etc., qui me faisaient peur jusqu'alors. Enfin, je trouve ça hyper bien géré. Ça instaure tout un... En fait, c'est ça qui est fort, c'est que ça instaure tout un mythe, tout un culte, tout un tas de rites, etc., etc. Un folklore vraiment colossal, alors qu'on a à peine quelques bribes de ce folklore et qu'on... Voilà, on le voit par une petite œillère, par la folie du narrateur qui change du tout au tout. Je trouve ça hyper stylé. J'aime bien, à chaque fois que je viens sur les lives, je repars soit avec un fou rire, soit une nouvelle idée. Ah bah ça me fait plaisir ça, Mika. Ça me fait plaisir. Et du coup, j'espère que la lecture vous a plu. J'ai l'impression que oui. Moi, je dois le dire encore une fois, hein, mais vraiment, je pense qu'elle se classe dans mon top 2 de mes nouvelles, enfin de mes œuvres préférées de Lovecraft. Nouvelles et romans compris. Faudrait que je relise La couleur tombée du ciel parce que ça commence à faire très longtemps que je l'ai pas lu, je crois.
Donc faudrait que je lise La couleur tombée du ciel pour voir vraiment si c'est La couleur tombée du ciel que je préfère ou Le cauchemar d'Innsmouth. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans Le cauchemar d'Innsmouth, c'est justement ce dont je viens tout juste de parler. Le fait que c'est très généreux en infos sur le mythe de Cthulhu. Et à la fois, c'est uniquement des bribes dont on peut tout imaginer et rien imaginer. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que ça te plonge dans un truc que t'as envie de connaître, mais que tu peux absolument pas connaître. C'est super stylé. Lovecraft, tellement doué, je le savais déjà, et pourtant je suis toujours en admiration. Ouais, franchement, sur cette nouvelle-là, particulièrement, je trouve que le dosage de la tension est magistral, et je trouve que la gradation de l'ambiance dans les premiers chapitres, la tension par la suite, et les rebondissements de fin, la folie dans le discours de Zadok, le désespoir, etc. Enfin bref, je trouve vraiment que là, en termes d'écriture pure, j'ai pas l'habitude de dire que le fort de Lovecraft, ce soit le style, mais là, en termes de structure en tout cas, et aussi de style, l'air de rien, je trouve que le style est beaucoup plus digeste dans cette nouvelle que dans certaines autres de Lovecraft. Je trouve vraiment que structurellement, c'est putain de bien construit, quoi. C'est putain de bien construit pour juste totalement faire chavirer le lectorat. Je trouve ça dingue. Je suis trop content. Je suis trop content d'avoir encore remis le couvert avec Lovecraft en live, parce que vraiment, cette découverte me plaît beaucoup. Nous lirons la prochaine fois la nouvelle La Maison de la Sorcière, toujours issue de ce recueil, donc toujours de Howard Philip Lovecraft. La Maison de la Sorcière qui dure 54 pages, je vais essayer de la faire en une soirée, logiquement il y a moyen. C'est juste qu'il va falloir que je fasse pas mal de pauses pour économiser ma voix. Mais tout ça devrait avoir lieu vendredi à 21h, les amis. Alors, un truc aussi dans Lovecraft qui est très cool, c'est que toutes ces nouvelles, tous ces textes, en fait, créent une sorte de mythe global. Il y a notamment le mythe de Cthulhu qui traverse beaucoup de ces textes. Et du coup, on peut aussi trouver des choses qui reviennent souvent. Par exemple, la ville d'Arkham, il me semble qu'on en entend parler dans beaucoup d'œuvres de Lovecraft. Je vous spoile pas. Je vous spoile pas. Mais vraiment, dès la première ligne de la nouvelle La Maison de la Sorcière, il y a des choses qui pourraient être en lien à la nouvelle qu'on vient de lire. Ah, ça fait trop plaisir, j'ai trop envie de voir. Elle fait partie de mon top, mais j'aime aussi beaucoup Dagon. Bah, le Bosquet de Cain, ça me donne encore plus envie de découvrir Dagon, du coup. En fait, j'aurais vraiment envie, parce que Lovecraft, j'ai jamais eu de démarche particulière à le lire. C'est plus, je voyais des trucs, je le prenais. À part quand j'ai pris le mythe de Cthulhu, où là, je voulais vraiment en apprendre sur Cthulhu. Et au final, je trouvais que dans le recueil de nouvelles, le mythe de Cthulhu, où il y avait la nouvelle L'appel de Cthulhu, bah, je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'informations sur Cthulhu que ça au final, et sur le mythe de Cthulhu de manière globale. Mais du coup, là, dans le cauchemar d'Innsmouth, je trouve qu'il y en a un peu plus, et on s'imagine un peu plus le folklore, les rites et tout qu'il peut y avoir, les coutumes, entre guillemets. Et du coup, bah, vu qu'on parle de l'ordre de Dagon, ça me rend très curieux de lire la nouvelle Dagon, en effet. Mais là, du coup, je suis content de voir que peut-être la Maison de la Sorcière a quelques éléments liés à la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth, ça serait ouf. Je suis d'accord, même si la nouvelle L'Appel de Cthulhu est géniale. Ouais, clairement, elle est super cool, mais ouais, c'est marrant ce truc-là. C'est assez étrange, en un sens, mais c'est grave cool, qui est vraiment un truc à piocher partout. Enfin, ouais, il y a une toile de fond à reconstituer, et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné. C'est que ça a un côté très ludique pour le lecteur qui est curieux et qui veut chercher plus, qui veut en savoir plus. D'ailleurs là, le délire des shoggoths et tout, en vrai, avec la robe, les tiares,
les commerces d'or, entre guillemets, ou le trafic d'or blanchâtre chelou, là, de métal blanc et tout, les églises, le délire de faire des conquêtes, entre guillemets, de la mer vers la terre, pardon, de savoir que voilà, il y a cette communauté de Shoggoths. Donc les hommes, si je comprends bien, les Shoggoths c'est le nom pour les hommes poissons, si je comprends bien. Enfin bref, ces hommes grenouilles qui vivent à Yantley, je suppose, sous les ordres de Cthulhu. D'ailleurs, Cthulhu, je le rappelle, c'est pas une très grosse figure du Panthéon. Hein. Enfin, c'est une grosse figure en termes de popularité, mais en termes de pouvoir, c'est genre, je vais pas dire un sous-fifre non plus, mais c'est genre le messager des grands anciens, je crois. Donc il est genre sous les grands anciens. Donc vous voyez, il y a toute une structure hiérarchique, entre guillemets, j'ai envie de dire, qu'on peut un peu deviner et tout. Et là, franchement, on a des vrais indices de comment ça se passe. Et c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Et ouais, je dis un sous-fifre. Alors bien sûr, j'exagère. Mais je dis volontairement ça de cette manière pour que justement vous percutiez à quel point c'est génial, je trouve, que Cthulhu, c'est une figure mythique que beaucoup de gens connaissent, alors qu'en vérité, a priori, dans le mythe, c'est loin d'être le plus fort. C'est loin d'être le plus fort. Et déjà lui, il est imprenable par l'homme, quoi. L'homme ne peut pas le comprendre, ne peut pas l'affronter, quoi que ce soit. Alors imaginez les forces qui nous entourent et qui sont, comme très souvent chez Lovecraft, totalement incompréhensibles et indicibles pour l'homme. Alors... Ouais, franchement, ouais, ça m'a fait plaisir le live de ce soir. C'était cool. C'est un auteur qui réconforte, ça marche sur moi aussi. Non mais ouais, franchement, je suis bien content d'avoir repris Lovecraft pour une 3e fois en lecture avec vous. Ça me fait grave plaisir. Et j'ai hâte de découvrir les 5 nouvelles qu'il nous reste dans ce recueil de nouvelles. Comme je vous le disais, La Maison de la Sorcière, dès vendredi à 21h. Punaise. En fait, ma caméra, elle arrête pas de faire le point pendant tout le live. Donc une fois de temps en temps, vous voyez la caméra qui fait une sorte de pulsation comme ça. C'est trop bizarre. Faudrait vraiment que j'arrive à régler bien ma lumière et ainsi de suite. Enfin bref. Je viens de la choper, ma nouvelle caméra. Va falloir que je check les réglages, mais j'ai pas trop la tête à ça du coup en ce moment. On va voir. On va voir, j'essaierai de faire ça en temps et en heure. Et puis, donc voilà, prochaine lecture vendredi, comme je l'ai déjà dit 12 000 fois, mais également un rendez-vous demain, donc demain mercredi 15h et dimanche 15h pour une découverte de l'univers de League of Legends. C'est des petits lives d'environ 1 heure, avec de la lecture aussi, de la lecture de nouvelles, mais en lien à l'univers de League of Legends. Demain, je crois que ça sera sur Rakan, et dimanche sur Xayah. Donc voilà, Rakan et Xayah, le couple de champions, donc c'est parfait qu'on les fasse la même semaine. Je suis venu sur le live... Ah, j'ai pas compris. Je suis venu sur le live juste pour ça, Théo imiter la caméra. J'ai pas compris. Je l'ai point compris. 3 de la suite, je suis contente que la nouvelle ait été à la hauteur de tes attentes. Ah ouais, non, franchement, elle est super cool. Elle est super cool. Et du coup, c'est bon. Je vous ai donné tous les rendez-vous de la semaine, comme je vous le disais. Peut-être des lives supplémentaires de gaming, donc des lives un peu chaotiques prévenus à la dernière seconde, pardon, sur les réseaux, Facebook, Twitter, Discord, comme d'habitude. Peut-être sur de jeux vidéo, peut-être sur de la musique, peut-être sur d'autres choses. J'avais la motivation de faire ça cette semaine. Malheureusement, comme je vous le disais hier, il y a un truc qui m'a mis un gros coup de barre dans la gueule. Donc voilà, disons que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses à faire malheureusement en ce moment. Mais si j'en ai l'occasion et la motivation, je le ferai certainement. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant. N'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike ou un commentaire ou tout, ou vous abonner, etc. sur YouTube. Vous connaissez les bails. Ça me permet de m'améliorer à titre personnel et ça permet à la chaîne tout simplement d'évoluer. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter la bonne soirée, la bonne nuit. Merci à tous d'être passés. Encore merci pour ton don de bits, Mika Clark. Et ça me fait plaisir de te revoir après tout ce temps. Merci Bosquet de Kine, Mika Clark, Dimal, Jumpy d'être passé.
Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye!